Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour cette nouvelle rencontre de l'IREMO. Aujourd'hui, nous allons avoir un sujet assez original qui est rarement traité dans les instances académiques. Ça concerne le football. Chaque fois qu'on essaye de parler sérieusement du football, on cite les propos d'un entraîneur très célèbre de Liverpool, le club anglais, qui disait que le football n'est pas une question de vie ou de mort, c'est plus que ça. Donc ça peut faire sourire, mais quand on voit les grandes manœuvres internationales autour de ce sport, de ce que ça peut engendrer comme tension géopolitique, comme mouvement, comme diplomatie parallèle, eh bien on se rend compte qu'effectivement le football c'est parfois plus qu'un sport. C'est ce qui est un véritable révélateur des sociétés, de leur évolution. Je vous rappellerai, avant de passer la parole à nos invités, que je vais présenter, ce qui s'est passé en 2009, éliminatoire de la Coupe du Monde de football, qui avait lieu à cette époque-là en Afrique du Sud, la première fois. C'était une espèce de récompense de la communauté internationale pour l'Afrique du Sud de Mandela. Et donc éliminatoire sur le continent africain, entre deux équipes, deux géants, l'Algérie et l'Égypte. Et un match au retour qui se déroule de manière assez heurtée au Caire. Les équipes sont à égalité et ils font un troisième match d'appui au Soudan pour différencier, enfin pour départager les deux équipes. Et de ce deuxième match qui avait lieu au Caire est née une grande crise, je dirais, diplomatique entre les deux pays, des affrontements via des médias interposés, une vraie tension. Et pour finir, un pont aérien assez impressionnant à partir d'Alger pour Khartoum, où des dizaines de milliers de supporters algériens avaient été transférés pour le troisième match. Ce qui avait fait dire à l'époque que ça peut-être un signe avant-coureur des problèmes que le régime Moubarak allait avoir par la suite, parce qu'il s'était avéré incapable de répondre à ce défi, je dirais, logistique. Et ce qui s'est passé en 2009 est resté dans les annales, et il a fallu beaucoup de temps pour que les deux pays reviennent à des relations un peu plus apaisées, après ce qu'il a été convenu d'appeler la crise du Golfe. Aujourd'hui, on va parler de géopolitique du football au Maghreb et au Moyen-Orient. Nous avons deux invités. À ma gauche, Nabil Nasri, docteur en sciences politiques. Nabil est spécialiste des pays du Golfe. En 2013, il a publié L'énigme du Qatar avec comme préfacier un chercheur reconnu qui lui aussi s'intéresse beaucoup au football, qui est Pascal Boniface. Et Nabil Nasri est aussi l'animateur du site l'Observatoire du Qatar. Donc lui va nous parler de manière un peu plus précise de la stratégie, bien entendu, de cet émirat, de sa volonté d'organiser la Coupe du Monde 2022, de tout ce qui a tourné autour, mais aussi de la manière dont les pays de la région, et notamment du Conseil de coopération du Golfe, réagissent, et leur rapport aussi au sport et au football. Ce que ça a comme impact à la fois politique, mais aussi culturel, et des programmes de santé publique. À la gauche de Nabil, Sébastien Abyss, qui est directeur du club Déméter. Alors moi, je connaissais Sébastien comme spécialiste, comme le nom de son club l'indique, d'agriculture, de matières premières agricoles. Je ne savais pas que tu étais aussi spécialiste, enfin observateur du monde du ballon rond. Donc Sébastien Abyss est chercheur associé à l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS. Il a publié plusieurs ouvrages et articles. Je vous citerai La géopolitique du blé chez Armand Collin en 2015, puis un article dans la revue internationale de stratégie stratégique, c'est ça, en 2014, sur football et monde arabe. Je vais passer directement la parole à Sébastien Abyss pour une présentation de 15 minutes sur la problématique de manière plus générale, sur le lien entre football et géopolitique. Et puis ensuite, on passera à la présentation de Nabil Nasri. Voilà. Bonsoir à tous. Moi, j'ai répondu favorablement à la demande de l'IREMO pour trois raisons. D'abord, j'ai fait partie des gens qui ont au début de l'histoire de cet institut, il y a maintenant 6-7 ans, participé à la cogitation sur la création de cet espace. Et je me suis un peu désinvesti ces dernières années pour des problématiques d'agenda, mais je suis toujours ravi de revenir à l'Institut et puis de voir que l'IREMO a développé énormément de choses
et s'invite même maintenant à questionner les dimensions politiques et sociologiques du sport et du football. Ça, c'est la deuxième raison de ma présence ce soir, c'est que je pense que j'ai été longtemps dans ma vie avant tout un footeux, entre 4-5 ans et 25 ans, de manière ultra intensive, à un niveau relativement correct. Mes espoirs de professionnalisme ont été douchés assez rapidement vers 15-16 ans, quand tout se joue. Mais je suis un mordu de foot, j'ai beaucoup joué, et je suis capable de consommer du football en très grande quantité tout au long de l'année, et d'être très en colère de voir que les opérateurs de diffusion des grands matchs changent et qu'il faut se réabonner. C'est ce qui m'angoisse le plus, c'est de ne pas pouvoir voir les grands matchs. Et puis il y a une troisième raison, c'est que je crois beaucoup à la nécessité parfois de décoller un peu la tête des sujets sur lesquels on est, parce que finalement on est tous spécialistes ou on est tous positionnés sur des questions, et parfois ça fait du bien aussi, de manière un peu naïve, de s'interroger sur des choses qu'on observe sans que ce soit forcément notre cœur de sujet. Moi, je m'y autorise volontiers, n'étant pas chercheur, mais quand je suis sollicité pour intervenir, d'aller un peu explorer des territoires inconnus et pour moi, et qui sont peu croisés. Finalement, comme Akram l'a dit, géopolitique et football, c'est un sujet qui peut faire sourire, et en même temps il y a plein de choses intéressantes derrière, et qui n'est pas non plus un sujet qu'on croise beaucoup. Il y a peu de spécialistes en Europe, il y a très peu de gens qui publient sur ces questions, et ceux qui l'ont fait, Akram a parlé de Pascal Boniface, je peux en parler en bonne connaissance de cause, ça n'a pas toujours été évident pour lui au départ, vis-à-vis du milieu académique, de dire que le sport, ou le foot en particulier, était un objet de recherche important, parce qu'il y avait des enjeux stratégiques derrière. Une fois que j'ai dit ça, je voulais vous dire plusieurs choses, qui consistent d'abord à faire trois commentaires très simples sur pourquoi en fait le football ça marche, et pour pas qu'on perde de vue cet aspect, parce que c'est à la fois un phénomène mondial, mais qui est du coup extrêmement présent dans la région. À la différence de plein de sports, vous le savez peut-être pour ceux qui sont des footeux ou qui suivent ça de près, mais c'est un sport qui coûte assez peu finalement en équipement, contrairement à d'autres sports. Ce qui fait qu'il a toujours eu une certaine popularité et universalité dès le départ, puisqu'une fois qu'on a un ballon, on peut en gros faire un match de foot sur n'importe quel espace. On peut faire un match de foot dans une rue, sur un terrain vague, sur un vrai terrain de sport, sur un parking, dans un hall d'école, etc., etc. Ce qui fait que ce sport peu cher, donc hyper accessible, qui nécessite pas forcément d'être sur un terrain de foot pour jouer au foot, ce qui a aussi favorisé son essor. C'est un élément hyper important parce que y a un côté simplicité au niveau foot. Et deuxième plan de simplicité, c'est aussi les règles. Par rapport à d'autres sports, même s'il y a certaines règles comme le hors-jeu qui peuvent paraître toujours un peu barbares dans un premier temps, si on compare les règles de match de foot avec les règles d'autres sports, c'est plus simple le foot, c'est plus simple. Et puis il y a un troisième point qui a été décisif, me semble-t-il, pour la popularité du football et de son hypermédiatisation, parce qu'il s'est aussi très vite branché sur l'essor des communications à tous les niveaux, hein, presse écrite, télé ensuite, Internet après, etc. C'est que nous sommes là avec une discipline sportive où, plus que dans d'autres disciplines sportives, il y a toujours un suspense, des surprises et des inconnus. C'est-à-dire que quand bien même des grosses équipes vont a priori l'emporter sur des équipes plus faibles, nous avons plus de chances d'avoir des surprises entre le dernier du championnat et le premier du championnat qu'entre le premier numéro 1 mondial au tennis et le numéro 100 au tennis. Et c'est vrai pour d'autres sports. Et le foot a connu un succès médiatique et populaire parce que de la première à la dernière minute, finalement, il y a toujours des surprises. On ne maîtrise pas complètement l'événement et donc l'aspect sportif. Je précise tout ça parce que, bien évidemment, compte tenu de ces paramètres, ce sport est devenu très vite universel et hyper populaire.
comme il était populaire et universel, il y a eu une marchandisation du football avec la mondialisation, avec la communication et avec tout ce que ça signifie d'un point de vue financier, ce qui fait qu'aujourd'hui le football génère des revenus colossaux. Je rappelle toujours que l'un des meilleurs joueurs du monde, Lionel Messi, a certes un salaire absolument déraisonnable, mais qu'il génère en vente de maillots pour le FC Barcelone des revenus supérieurs à ce qu'il coûte en termes de salaire. Donc on peut critiquer le salaire qu'il touche, n'empêche que l'hypermédiatisation de ce joueur provoque des revenus colossaux pour un club de foot. Donc on a ces phénomènes qui sont choquants par rapport au volume financier, mais qui sont aussi des réalités de marché. Et vous avez, à travers les figures clés aujourd'hui du football contemporain, les ventes de maillots, les ventes de billets de match, les droits de retransmission télévisuelle. On parle même plus en millions, on parle en milliards pour les droits TV. Le maillot de foot coûte de plus en plus cher, les billets de match coûtent de plus en plus cher, mais nous n'observons pas de baisse de fréquentation ni des stades, ni des abonnements télé, ni du manque d'achat de maillots. Au contraire, ils sont tellement chers et recherchés qu'ils sont parmi les produits les plus contrefaits sur la planète. Vous avez plein de maillots d'équipes de foot aujourd'hui contrefaits et qui se baladent aux quatre coins du globe, où vous avez toujours quelqu'un qui porte un maillot de foot quand vous faites un peu de terrain dans n'importe quelle région du monde. Il y a toujours un jeune qui porte un maillot de foot, etc. Donc il y a cet aspect qui est important. Il y a un autre aspect géopolitique, me semble-t-il, qui doit être mentionné, c'est le côté finalement illustration de la mondialisation qui a provoqué des phénomènes de masse, qui a provoqué des phénomènes de globalisation de certaines problématiques, et en écho, un retour au localisme, un retour au territoire. Et le foot est confronté en permanence entre la volonté de valoriser à la fois le pays, voire le continent, mais finalement on tombe très vite avec son club préféré dans le pays, et puis le club est en fait le rival d'un autre club dans le pays, et puis il y a des pays où dans la même ville il y a plusieurs clubs professionnels, qui sont en fait les pires ennemis finalement sur le terrain. Et donc on a ces contradictions dans le football que nous vivons parfois dans la mondialisation, où parfois on craint plus son voisin immédiat que son voisin très lointain, et nous avons des rivalités footballistiques parfois bien plus fortes entre plusieurs clubs de grandes villes européennes ou sud-américaines, ou alors entre des pays voisins qui, quand ils jouent sur le terrain sportif footballistique, expriment aussi une certaine animosité qui peut exister sur un terrain plus diplomatique ou politique. Et ça vaut notamment pour la région méditerranéenne, je vais y venir. Donc on a cet aspect. Ensuite, nous avons tout ce qui est autour de l'utilisation de l'image du football. On sait que à la fois des footballeurs génèrent une visibilité, une notoriété médiatique colossale. Il suffit de voir quand Cristiano Ronaldo a des soucis juridiques et par rapport à sa vie personnelle, le cours de l'action de la Juventus de Turin perd 10% sur 24 heures. Donc voilà, ça a un impact majeur. Ces sponsors commencent à questionner éventuellement un peu la suite du sponsoring sur ce joueur, etc., etc. Ça, c'est l'aspect joueur, il y a l'aspect club, mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de voir comment des dirigeants de clubs ont pris de la place à un moment donné dans un paysage politique ou financier. Alors en France, on a souvent la figure de Bernard Tapie qui vient immédiatement à l'esprit. On se souvient de Berlusconi en Italie, qui est plus arrivé sur le terrain politique italien par le fait qu'il était propriétaire du Milan AC à l'époque où le Milan AC était le meilleur club du monde, et ça lui a donné une hyper-visibilité. Il a fait une entreprise à succès dans le domaine sportif, il gérait bien les choses, et les Italiens lui ont donné aussi du crédit politique par rapport au succès que cet entrepreneur avait sur le terrain sportif. Donc on a ces aspects dirigeants de clubs qui utilisent aussi parfois le club de football à des finalités extra-sportives. Nous avons des propriétaires de clubs qui se sont fortement diversifiés aussi ces dernières années. On a vu de grandes fortunes russes, américaines ou du golf investir le terrain sportif et du football en rachetant des clubs, alors que ça ne génère pas forcément plus de revenus pour eux, mais pour acheter de la notoriété, pour acheter du crédit. Et c'est
Vous savez, vous avez des entreprises ou des grandes fortunes qui utilisent ça pour des fondations, qui utilisent ça pour faire du développement durable. Il y a aussi ceux qui utilisent le terrain sportif ou footballistique pour s'acheter quelque part une espèce de bonne image par rapport à leur activité économique et financière générale. Et puis on a aussi des récupérations purement politiques de chefs d'État. Je ne vais pas faire de commentaires sur le fait qu'il y a une photo célèbre du président de la République au moment d'un des buts de la France lors de la dernière finale de la Coupe du Monde, qui a généré la production de plusieurs maillots et effigies avec un logo qui est pas loin de ressembler à celui de Michael Jordan, mais qu'on a essayé de reconfigurer pour la popularité élyséenne. Vous avez tous peut-être en mémoire, lors de cette finale, l'utilisation aussi par la dirigeante croate des séquences de cérémonie où elle a gagné une hyper visibilité et personne n'avait jamais vu les dirigeants de Croatie autrement que sur un terrain football. Et puis évidemment, vous avez plein d'autres cas de figure où vous voyez très bien que parfois, lors de matchs de football, des chefs d'État, des chefs de gouvernement s'affichent, certes pour des passions pour le ballon rond, certes pour supporter leur club de cœur ou l'équipe nationale parce que c'est une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe, mais on voit bien aussi que parfois il y a eu de la tentative de récupération ou de présence dans des moments sportifs où sincèrement l'enjeu n'était pas colossal et où on sentait aussi que s'afficher dans les gradins, c'était pas mal pour refaire monter un peu de cote de popularité ou de sympathie auprès de certaines franges de la population. L'autre aspect que je voulais mentionner, avant de parler spécifiquement de la région, c'est pas perdre de vue la dynamique qui suscite beaucoup de commentaires, mais à laquelle je crois personnellement beaucoup, par rapport au fait que les équipes de foot sont de puissants contributeurs à la mixité sociale. Je l'ai vécu personnellement. J'ai jamais eu autant de brassage social dans ma vie que dans les moments football et sportif. Et en plus, avec une dimension qui est quand même importante psychologiquement, c'est que quel que soit le statut de la personne, son niveau d'éducation, son tissu familial, ses origines, une fois qu'on est sur un terrain de foot, les règles sont les mêmes pour tous. Et tout le monde joue dans une équipe. Et c'est un élément important, je le dis d'autant plus que quand on voit les débats nauséabonds qui ont circulé après la victoire de l'équipe de France à la dernière Coupe du Monde sur le fait que ce n'était pas l'équipe de France qui avait gagné, mais l'équipe africaine, ce qui m'a été dit régulièrement dans plusieurs endroits où je me suis baladé cet été, à la fois c'est extrêmement choquant, mais en plus on voit bien que cet effet creusé, qui est parfois aussi instrumentalisé, soyons clairs, mais cet effet creusé rendu possible par le sport et par le football gêne énormément certains qui ont du mal à accepter que les équipes nationales sont aussi le reflet d'une société qui se métisse de plus en plus, qui se mélange de plus en plus. Et aujourd'hui, il y a, on parle de l'équipe de France, on peut parler de l'Allemagne qui a énormément évolué dans la composition de sa sélection nationale, et on verra demain les sélections italiennes, espagnoles, de plus en plus métissées, et qui vont susciter des débats politiques, des débats sociétés, où on va voir des partis politiques essayer de récupérer ces aspects-là pour instrumentaliser le football et la composition nationale sur un terrain purement politique, sociopolitique et parfois idéologique un peu désagréable. Alors, en Méditerranée, on est dans l'illustration en fait de tout ce que je viens de dire, grosso modo, mais je voudrais prendre quelques exemples. Si on fait un tour un peu de la région. Si on démarre sur le Maroc, il y a plusieurs choses à dire sur le Maroc, on n'a pas le temps de tout dire. Hassan II a toujours eu et un amour du football et le souhait d'utiliser aussi le football comme un instrument pour asseoir un certain pouvoir sur la société. Hein, il y avait quand même la constitution d'une équipe des forces armées royales en 1959 qui n'était pas neutre dans le mouvement post-colonial, dans la dynamique d'autorité royale, etc., etc. Et puis, on a eu aussi, pendant longtemps, ça perdure, une certaine marginalisation des clubs berbères
Ambotola, le nom du championnat marocain. Les clubs berbères, on a toujours fait en sorte qu'ils ne puissent pas forcément jouer en première division. Il y avait toujours une dynamique un peu d'opposition, de marginalisation autour des équipes à forte identité berbère. On a vu dans le cas du Maroc, j'y viens tout de suite, à quel point la candidature marocaine pour la Coupe du Monde 2026 a été aussi pénalisée par les rivalités internes à la région, puisqu'on sait que plusieurs pays arabes n'ont pas voté pour la candidature marocaine, ont préféré la candidature nord-américaine, États-Unis, Canada. Peut-être que ces voix supplémentaires n'auraient pas permis de donner la victoire au Maroc, mais toujours est-il qu'il n'y a pas eu de solidarité arabe, encore une fois, finalement, y compris sur le terrain footballistique, et le Maroc n'a pas obtenu l'organisation de la Coupe du Monde en 2026. Si on prend l'Algérie, alors l'Algérie, là aussi, il y a plein de choses à dire. Il y a à la fois la Sonatra qui a arrosé plein de clubs de foot, la Sonatra qui est en partie aussi des fonds publics. Ça a suscité plein de controverses sur les liens entre finance, pouvoir et football en Algérie. L'autre exemple caricatural de cette géopolitique du football, c'est l'équipe de la jeunesse sportive de Kabylie, le JSK, qui était à la fois le fanion de l'identité kabyle. Il y a l'emblème amazigh sur les cuissons, et un temps le JSK a dû se rebaptiser de mémoire la jeunesse électronique de Tizi Ouzou, parce que s'afficher Kabylie posait problème pour le pouvoir politique. Donc on voit que parfois il y a eu aussi en Algérie, à travers des clubs régionalistes, qui étaient aussi un moyen d'exprimer une identité kabyle sur le terrain footballistique et donc dans les gradins, des ramifications sociopolitiques. En Tunisie, pays où j'ai passé pas mal de temps au début des années 2000, il y avait une contestation plus ouverte, moins masquée et davantage partagée à l'arrivée dans les gradins de foot ou entre supporters de foot autour de la critique du système Ben Ali et de la famille Trabelsi. On en parlait plus librement dans les gradins de foot que dans d'autres espaces de la société. Et donc, on a là dans le cas tunisien, mais on peut le dire largement dans le cas de l'Égypte ou de l'Arabie Saoudite, où parfois la critique du régime, quel qu'il soit, est plus forte dans les gradins que dans d'autres espaces de la société. À la fois parce que on contrôle pas forcément ce que les gens se disent, et puis quand il y a 50 000 supporters et des écharpes qui sont tendues pour faire des revendications régionales ou anti-régime, dans des stades qui sont pas tous équipés de caméras encore, etc., il y a eu de l'expression politique, soit nationaliste, soit régionaliste, soit identitaire, soit anti-régime, contestataire, plus forte dans les stades ou autour des stades, avec tout ce que ça comporte aussi en termes parfois de dérives, de comportements de supporters ultra, etc., etc. Si on va sur l'Égypte, outre évidemment ce qui a été évoqué par Akram sur 2009, vous vous souvenez peut-être qu'en février 2012, il y a eu un des plus grands drames de l'histoire du football. Il y a eu 74 morts dans un match de foot à Port Saïd, au nord, contre Al Ahly, le grand club de la capitale, le grand club Kairat. Et cet événement, évidemment, venait dans les mois qui suivaient la révolution et la chute de Moubarak, dans un temps très troublé en Égypte. Et il y a eu une sorte d'expression de Port Saïd, le nord, un peu marginalisé contre la capitale, un peu hautaine, qui avait oublié les autres territoires égyptiens. Et tout ça a pris beaucoup d'instrumentalisation avant le match. Il y a eu un vrai drame. L'enquête a démontré quand même qu'à la fin du match, l'envahissement du terrain a été facilité par le fait que les portes de sortie avaient été condamnées. Donc on a tout fait pour que les supporters soient amenés à aller sur les pelouses. Il y a eu un bain de sang. Il y a eu donc plus de 70 morts. Il y a eu, je reprends mes notes précisément, il y a eu 21 condamnés à mort parmi les personnes qui ont été arrêtées par la suite. On a suspendu le championnat de foot égyptien pendant plus d'un an à cause de ce match. Et il y a eu l'état d'urgence décrété à Port Saïd par le pouvoir
égyptien pendant plusieurs mois, à cause d'un match de football qui a eu ce drame, évidemment, mais au départ, on parlait bien d'un match de football entre deux clubs du pays. L'Égypte, je suis obligé de parler actualité chaude sur l'Égypte, avec Mohamed Salah. Mohamed Salah, l'attaquant de Liverpool, parce qu'il y a deux choses qui m'interpellent beaucoup avec Mohamed Salah. C'est d'abord comment ce joueur incarne pour beaucoup de personnes et de jeunes du monde arabe un exemple de réussite d'un joueur qui assume ses racines profondes égyptiennes, qui assume le fait d'être musulman, qui assume le fait d'être aussi dans une vie contemporaine en Angleterre avec des métissages dans son club, etc. et qui a des œuvres caricatives à la fois à Liverpool dans des quartiers difficiles et en même temps dans des quartiers difficiles en Égypte. Et Mohamed Salah a été élu meilleur joueur du championnat anglais l'an dernier, il a été un des meilleurs joueurs en Coupe d'Europe et il était attendu comme l'un des grands footballeurs de la Coupe du Monde à laquelle l'Égypte a participé. Et puis on a vu d'abord, il s'est blessé juste avant la Coupe du Monde, c'était un drame en Égypte. Et on a vu que Mohamed Salah a été aussi récupéré pendant la Coupe du Monde par le pouvoir égyptien, qui a utilisé la figure de Mohamed Salah comme, en fait, étendard d'une Égypte conquérante, réussissant à l'international, performante, ce qui l'a un peu déplu. Comme l'équipe d'Égypte était à Grozny, logée, il y a eu, le jour de son anniversaire, le 15 juin, un dîner organisé avec Kadyrov, ce que Mohamed Salah n'a pas du tout apprécié. Il a critiqué ouvertement la fédération égyptienne sur cette instrumentalisation de sa figure à des fins politiques, à la fois locales avec les Tchétchènes et en même temps par le pouvoir égyptien. Et il a menacé de quitter la sélection égyptienne à l'époque. J'ai vu que depuis, il avait joué au mois de septembre un match amical avec l'Égypte, il a mis 2 buts, visiblement il va continuer. Mais il y a eu plein d'affaires finalement politiques et médiatique autour de Mohamed Salah. C'est d'autant plus important que je rappelle que Mohamed Salah a fait entre 500 000 et 1 million de votes à la dernière élection présidentielle égyptienne. Puisque des Égyptiens qui se sont déplacés aux urnes ont préféré ne voter pour aucun des candidats, ont barré les noms et ont mis dans les urnes le nom de Mohamed Salah, qui était évidemment une forme de contestation, mais qui montre aussi comment ce joueur aujourd'hui, indépendamment de sa volonté de ne pas aller sur un terrain politique ou sociopolitique, a été aussi récupéré par le phénomène de popularité qu'il engendrait ou d'exemplarité qu'il engendrait. Et je ne vous ferai pas de commentaires sur le fait que dans les gradins de Liverpool, qui est quand même le meilleur public du monde, il y a une chanson à la gloire de Mohamed Salah avec des paroles tout à fait étonnantes compte tenu de certains débats qu'on peut voir par ailleurs, sur le fait que si Mohamed Salah continue à jouer comme ça, tout le monde va aller à la mosquée prier. Bon, voilà, donc on voit bien comment on a ce type de ramification avec une figure comme lui. Et puis, je ne vais pas m'attarder sur le Qatar, peut-être on va laisser ça pour le débat avec le Paris Saint-Germain où je pourrais dire des choses. Je voudrais juste finir sur 3 choses. D'abord, Turquie. Turquie, illustration du foot business et des paris truqués. Il y a eu des grands scandales ces dernières années. Donc jamais perdre de vue toutes les dérives financières et sociétales avec les paris truqués, la corruption que génère aussi le football. La Turquie, ces dernières années, a été particulièrement marquée par des scandales de ce type. Je rappelle aussi le côté foot passion en Turquie pour contester contre le gouvernement turc. Il y a un mouvement associatif qui s'appelle Istanbul United qui regroupe les supporters des clubs stambouliotes qui sont pourtant ennemis farouches sur le terrain sportif mais qui sur le terrain politique là se coalisent pour exprimer des mécontentements par rapport au gouvernement ou à des décisions politiques à travers ce collectif Istanbul United. L'Iran, je reviens d'Iran. J'ai parlé avec pas mal de personnes de football, puisque le football est extrêmement populaire en Iran. Je dirais 2 choses sur l'Iran, simplement qu'il a participé à 2 Coupes du Monde, en 98 et 2018, récemment, et 3 avant. Et simplement, ça m'a marqué de voir qu'en fait, à la fois à la fin des années 90 et ces derniers mois, ça correspondait à un moment donné des relations internationales où l'Iran faisait une sorte de reclassement et retour au milieu des débats globaux et que on sent bien aujourd'hui que
le non-succès de l'Iran à la dernière Coupe du Monde, qui a été une des équipes de la région la plus performante finalement, si on regarde, a créé beaucoup de déceptions en Iran. Ils espéraient que l'Iran aille en huitième de finale, ça a suscité un grand enthousiasme. Et le fait que l'Iran, à la fois, n'aille pas au deuxième tour et qu'il y avait les sanctions américaines qui se réimposaient simultanément, on a l'impression qu'il y a une parenthèse qui a commencé à se refermer avec la Coupe du Monde finalement, pour partir dans un autre cycle. Donc, il y a aussi sur l'Iran une correspondance par rapport à la diplomatie plus globale. Et puis je voulais vous dire d'abord de ne pas oublier la cartographie géopolitique du football. Je rappelle qu'Israël et la Turquie participent aux compétitions européennes. Je rappelle que les pays du Golfe participent aux compétitions de la zone Asie, que les pays du Maghreb participent aux compétitions africaines et qu'on a à nouveau dans cette région du monde une fragmentation des frontières de cette région, y compris sur le terrain sportif et footballistique. Sans doute que d'ailleurs la Turquie participe aux compétitions européennes de football parce que quand ça s'est décidé, il y avait une destinée européenne de la Turquie il y a 50-60 ans en termes de présence dans les institutions européennes. Et puis je voulais vous dire aussi de ne pas oublier les instrumentalisations que tous font autour d'événements dont on ne sait pas si c'était une position idéologique ou politique. Un exemple, l'annulation du match entre l'Argentine et Israël en juin dernier, juste avant la Coupe du Monde, match qui devait se jouer à Jérusalem, et match qui a été annulé par la sélection argentine, visiblement en grande partie parce que Lionel Messi, dont on dit qu'il a des liens avec plutôt le monde arabe, aurait fortement pesé sur une décision de la sélection argentine. La grande probabilité, c'est plutôt que ce match ait été annulé pour des raisons sécuritaires. On a vu à la fois un emballement côté israélien sur le fait que c'était scandaleux d'annuler le match, un emballement des Palestiniens sur le fait que c'était une prise de position de la sélection argentine et de Lionel Messi pour la cause palestinienne, et la sélection argentine devant s'expliquer au niveau de la société argentine sur l'annulation du match, etc. Si vous cherchez sur les réseaux sociaux le nombre de commentaires qui a eu lieu autour de l'annulation de ce match, on voit bien qu'il y a eu disproportion par rapport à l'événement, c'était un match amical, et au fait que la probabilité la plus forte, c'est que c'est essentiellement pour des raisons sécuritaires que le match ait été annulé et pas du tout pour une position politique de neutralité ou de prise de position pour les uns et les autres. Je veux finir sur deux mots. Football, il y a beaucoup de positifs. J'insiste sur le lien social, le tissu associatif au niveau local, au niveau global. C'est très important. Moi, j'y crois fortement. Et donc, c'est une aberration dans la coopération, par exemple, euro-méditerranéenne. La question du sport ou du football a toujours été mise de côté. On a cherché plein de secteurs d'activité qui donnaient du lien concret pour les populations. On a toujours mis de côté le football ou le sport, alors qu'on voit bien qu'en Méditerranée, la référence, c'est plus Zidane que Fernand Braudel. Hein, soyons très clairs là-dessus. Zidane fait sans doute plus pour des liens au niveau de la Méditerranée que Fernand Braudel aujourd'hui. Je suis un grand lecteur et admirateur des travaux de Braudel, mais prenons un peu froidement les choses sur les sociétés contemporaines. Et donc, il y a sans doute un grand terrain d'investigation, de coopération à développer pour retisser des liens entre sociétés méditerranéennes autour du sport et du football, avec encore une fois une conviction profonde que être membre d'une association de sport, participer à un club de foot, participer à des compétitions sportives avec des règles égales pour tous, favorise beaucoup la tolérance, la découverte, le respect des autres, le respect des différences et tout simplement en fait le goût des autres et le goût de l'effort, qui sont deux notions que nos sociétés contemporaines perdent énormément. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont inculqué, à cause de mes origines familiales, ces deux notions, du goût de l'effort et du goût des autres. Et le football incarne merveilleusement ça. Pour ceux qui n'ont jamais été voir des matchs de football amateurs, y compris chez les jeunes, il y a des dérives, il y a des excès, il y a des choses inadmissibles, il y a des violences, il y a du populisme, il y a de la grossièreté. Mais je reste convaincu que tout cela, ce sont des choses qui restent minoritaires aujourd'hui à côté du vecteur d'intégration sociale, de partage culturel, de tolérance
que le football peut générer. Et puis le dernier point que je voulais vous dire, j'ai été un peu trop long, c'est que, évidemment, ça va me permettre de lancer sur le Qatar. Aujourd'hui, on voit qu'il y a eu beaucoup d'investissements de pétro-monarchie dans le football qui posent une question sur la durabilité de ces financements pour plusieurs clubs européens qui sont devenus les grands leaders européens. Tous n'ont pas fait le choix de s'ouvrir à des capitaux de ce type, mais ceux qui ont fait ces choix, qui sont devenus de grands clubs, on peut parler du Paris Saint-Germain ou de Manchester City, avec d'ailleurs une espèce de rivalité émirati-qatari entre ces deux clubs, ce qui explique qu'ils se sont fait la guerre pour obtenir Neymar il y a 2 ans. Si demain les robinets sont coupés, ces deux clubs, a priori, tomberont rapidement parce que le modèle, l'entreprise que ces clubs, comment sont bâtis ces clubs aujourd'hui, sont très différents, par exemple, d'un club comme la Juventus de Turin, ou le Bayern Munich, ou le FC Barcelone, qui a fait d'autres choix. Mais je rappelle aussi, dernier clin d'œil régional, que Barcelone, qui a longtemps refusé un sponsor maillot sur son t-shirt, a un sponsor maillot Qatar Airways ou Qatar Foundation depuis 6-7 ans maintenant, qui a montré le très grand investissement du Qatar dans le football. Voilà. Ça a changé. Et ça a changé. Merci. Merci Sébastien. Bien, on a fait un tour d'horizon assez vaste. La parole est à Nabil Nasri, qui va nous parler du golf, j'imagine. On va beaucoup parler du Qatar, éventuellement du PSG aussi. Bien sûr. Et de Manchester City, puisque c'est l'autre grand club européen à avoir des capitaux en provenance du golf. Très bien. Donc d'abord, merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci également à l'IREMO pour cette invitation sur un sujet effectivement qui n'est pas très souvent traité dans le tissu académique. Et donc c'est un peu dommage et c'est très bien de donner l'opportunité d'évoquer ce sujet avec différents intervenants. Donc moi, effectivement, je vais essayer de centrer mon intervention sur la question de la géopolitique du Golfe, du football dans la région du Golfe, avec un tropisme sur le Qatar, étant donné que c'est le pays qui, à la différence des autres, a le plus d'avance, entre guillemets, sur ce sujet, sur ce dossier, notamment dans le cadre de la perspective du Mondial 2022, mais également, je mettrai en évidence, surtout en conclusion, la rivalité aujourd'hui très forte et la volonté de 2 pays, de 2 acteurs étatiques, à savoir l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, eux aussi, de jouer sur ce terrain footballistique dans le cadre d'une tension qui dure maintenant depuis 1 an et demi et qui est une tension très forte autour de l'embargo. Mais peut-être qu'avant toute chose, je vais essayer de développer quels sont les fondamentaux de ce qu'on a appelé la diplomatie sportive du Qatar. Et donc, je vais mettre en évidence 4 axes, 4 raisons, pour moi, qui sont les raisons principales pour lesquelles l'État du Qatar a décidé, depuis une vingtaine d'années, d'axer une partie de sa stratégie de reconnaissance internationale sur la question du sport en général et du football en particulier. Alors, pour débuter, je vais revenir à une ou 2 petites anecdotes qui, de mon point de vue, constituent le fondement théorique de cette diplomatie sportive. C'est une boutade, entre guillemets, une espèce d'histoire qui circule un peu dans les pays du Golfe, qui fait dire à l'émir Hamad en 1995. 1995, alors c'est pas l'histoire du passeport pour ceux qui la connaissent, c'est-à-dire qu'une fois il avait été choqué, ou plutôt son orgueil avait été piqué lorsqu'il avait été dans une douane en Grande-Bretagne, et que lorsqu'il présente son passeport, le douanier lui dit « mais le Qatar ça existe, c'est où ?» Donc effectivement, il a été piqué au vif et il s'est dit non, à partir d'aujourd'hui, je veux que dans toutes les consciences de la planète, on sache situer le Qatar sur une carte. C'est pas tellement de cette histoire que je veux parler, c'en est une autre, parce qu'on fait dire également à l'émir Hamad la chose suivante, c'est que en août 1990, et il faut se rappeler, en août 1990, il y a 2 événements extrêmement importants au niveau footballistique et également au niveau du Golfe. C'est la Coupe du Monde de football en Italie, en tout cas l'été, juillet-août 90, et puis c'est surtout l'invasion du Koweït par l'Irak, le 2 août 1990, qui va absorber le Koweït en l'espace de quelques heures. Et on fait dire à l'émir Hamad la question suivante. Il pense, lui, que si le Koweït avait organisé le mondial en 1990, jamais Saddam Hussein ne serait passé à l'acte. Parce qu'évidemment, il y aurait une telle focalisation médiatique
sur l'état du Koweït que cette focalisation, cette attention des yeux du monde et de l'ensemble finalement des médias de la planète aurait empêché, aurait dissuadé Saddam Hussein d'absorber le Koweït et donc de créer un précédent très important dans cette région. Et je pense que ce sujet du Koweït, en tout cas cet événement de l'invasion, elle est centrale dans la compréhension vraiment de l'ADN géopolitique des autorités du Qatar. Ils se disent que après l'épisode de la guerre froide, on est entré dans une ère où la compétition entre États sur la scène internationale ne se joue pas uniquement sur l'expression de combien de divisions, pour reprendre l'expression de Staline. On n'est plus uniquement dans une compétition internationale articulée autour du hard power. Il y a le soft power qui est quelque chose d'absolument central, c'est-à-dire la dimension du rayonnement international, la dimension de la perception, l'attrait qu'un État peut avoir auprès des autres et auprès de la société civile internationale. Et ça, je pense qu'effectivement, l'émir Hamad le comprend avant les autres. Alors, le comprend avant les autres, peut-être pas parce qu'il est plus intelligent que les autres, mais je pense que parce qu'il appartient tout simplement à une génération différente des chefs d'État qui sont autour du Qatar. À l'époque, lorsqu'il prend le pouvoir, l'émir Hamad, donc il faut vraiment resituer les choses, le Qatar est indépendant en 1971 de manière officielle, mais de mon point de vue, il naît véritablement en juin 1995, lorsque l'émir Hamad destitue son père par un coup d'État pacifique et donc change radicalement la trajectoire du pays. Et l'émir Hamad, à l'époque, il a la quarantaine, alors que les chefs d'État émiriens saoudiens ont le double de son âge quasiment. Vous avez des octogénaires qui restent sur le schéma de la guerre froide avec la question du hard power pour eux qui est essentielle. Et lui a compris qu'au lendemain de la guerre froide, il fallait agir sur la question des médias, de la perception, bientôt des réseaux sociaux, bientôt de l'Internet. Et c'est comme ça qu'on pourra avoir un État fort reconnu au niveau international. Donc ça, je pense qu'on est ici à la racine du soft power dont le Qatar veut être l'un des illustrateurs ou l'un des moteurs au niveau régional. Alors, pour ce faire, après avoir décidé de jouer sur le levier du sport et particulièrement du football, on va mettre en place tout un dispositif gouvernemental étatique qui repose sur 5 leviers. D'abord, ce que vont faire les autorités du Qatar, c'est qu'ils vont essayer de rehausser le championnat national qatarien. Il faut savoir qu'à l'époque, évidemment, c'est un championnat national qui n'est pas du tout reconnu au niveau international, qui est très faible. Et donc, l'une des manières d'élever le niveau, c'est d'acheter ou de proposer à des stars internationales en fin de carrière, tout simplement, une retraite dorée. Alors, ça commence dès 1995 à l'arrivée au pouvoir de l'émir Hamad, avec les arrivées, par exemple, de grandes stars de l'époque. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de Batistuta, s'il y en a qui se souviennent, évidemment, de Romario, celui qui avait donc été le fer de lance du Brésil, effectivement, et de la Coupe du Monde et du succès du Brésil en 1994, qui va également se déplacer au Qatar. Quelques années plus tard, vous avez d'anciens champions du monde français qui se rendent au Qatar et qui jouent. Franck Leboeuf, de Sailly également, joue là-bas. Vous avez des anciens de gloire du VFC Barcelone, comme celui qui est actuellement, d'ailleurs, ça ne s'invente pas, consultant chez beIN Sport, à savoir Sonny Anderson, qui a passé plusieurs années au Qatar. Donc vous avez vraiment des anciennes gloires qui viennent et qui permettent tout simplement au championnat qatari d'avoir un peu plus d'attrait au niveau médiatique, mais également de rehausser le niveau national. Ça, c'est le premier levier. Le deuxième levier, on va miser au Qatar sur la formation d'excellence, en mettant en place une académie qu'on va essayer de rendre la meilleure académie tout simplement du monde, sous le nom de l'Aspire. D'ailleurs, pour son inauguration en 1995, cette académie qui avait coûté $1 milliard à l'État qatarien, vous avez Pelé, Maradona qui sont présents à l'inauguration. Et le but, c'est de recopier un petit peu le modèle espagnol de la fin des années 80, du début des années 90. Lorsque, après les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992, où l'Espagne avait fait pâle figure, vous avez une décision des autorités sportives espagnoles de dire qu'il faut absolument miser sur la formation, de sorte à ce que dans quelques années, on puisse avoir un pays qui rayonne au niveau sportif. Et quelques années plus tard, effectivement, vous avez au niveau du football la Roja qui a fait ce qu'aucune autre équipe a fait en termes de succès à l'Euro, à la Coupe du Monde et à l'Euro, 2008, 2010, 2012. Tout ça est pensé 20 ans auparavant. Au niveau du tennis, vous avez celui qui règne un petit peu sur le tennis mondial, à savoir Nadal. Et même au niveau cyclisme, vous avez effectivement plusieurs cyclistes espagnols qui gagnent des trophées mondialement reconnus. Donc on veut du côté qatari créer une formation d'excellence, de sorte à 20 ans plus tard avoir une équipe nationale qui soit une équipe naturellement qui puisse défendre les couleurs du Qatar de la meilleure des manières. Le troisième levier, c'est un réseau transnational de diffusion planétaire. Alors à l'époque, ça s'appelait Al Jazeera Sport.
Aujourd'hui, ça s'appelle beIN Sport. Le but étant de racheter le droit de diffusion des principales compétitions sportives, essentiellement du football, de sorte à là encore coller le nom Qatar dans les consciences planétaires autour d'une marque de télévision, Al Jazeera Sport et ensuite beIN Sport. J'essaye de faire vite. Le quatrième levier de mon point de vue, et là évidemment tout le monde le reconnaît, tout le monde le connaît, c'est ce qui a évidemment permis au Qatar de se faire reconnaître auprès de la société française, c'est l'achat d'un club de football qui puisse être la vitrine tout simplement de toute cette diplomatie sportive. Et après plusieurs décisions auprès des autorités qataries, où on s'est dit est-ce qu'on rachète Manchester United ou est-ce qu'on essaie de racheter Manchester United, parce qu'il faut avoir les moyens, mais ça ne veut pas dire que vous pouvez l'acheter, ou est-ce qu'on achète un autre club et on essaye d'injecter de l'argent suffisant pour en faire un club qui puisse régner sur le tissu européen. La décision était effectivement de cibler la ville de Paris pour un investissement au départ qui reste modeste. C'est 50 millions d'euros en 2011, puis 30 millions quelques mois plus tard, ce qui fait un investissement initial de 80 millions, ce qui peut paraître un peu par rapport aux milliards, voire aux 2 milliards qui avaient été envisagés pour l'achat de Manchester United. Alors évidemment, depuis, vous avez des centaines de millions de dollars et d'euros qui ont été injectés pour faire du PSG l'une des équipes les plus prolifiques et surtout les plus compétitives. Mais là encore, il faut toujours se rappeler que l'investissement du PSG au niveau des autorités étatiques qataries n'est pas uniquement, et n'est même pas du tout, d'une certaine manière, si je corse le trait, un investissement financier. On perd de l'argent avec le PSG, mais on gagne en notoriété. Et dès lors qu'on gagne en notoriété et en soft power, ce n'est pas un problème pour un pays qui, en l'espace de 15 ans, a multiplié par 20 son PIB. Et qui, entre 2007 et 2014, et ça c'est un autre aspect évidemment à avoir à l'esprit, entre 2007 et 2014, là où le prix du pétrole dépasse le $100 et parfois titille les $150, vous avez un État qui grâce effectivement à la vente du pétrole, mais surtout du gaz, puisque le Qatar est le premier producteur de gaz naturel liquéfié et les troisièmes réserves mondiales de gaz sont au Qatar, mais ils vendent également 1 million de pétrole par jour, ce qui permet à l'État, pendant 10 ans, de dégager à peu près 50 milliards de surplus budgétaire. Si vous faites ça sur 10 ans, vous avez un pactole de 500 milliards. Autant dire que vous avez de quoi effectivement envisager les choses de manière différente que tous les autres pays du monde. Donc ça, effectivement, c'est un élément important à prendre dans la perspective du Mondial 2022, en tout cas de la diplomatie sportive du Qatar. Et le dernier levier, j'en ai parlé de 5, le dernier, c'est évidemment l'organisation de grandes compétitions sportives à l'échelle mondiale. Alors tout le monde, effectivement, parle du Mondial 2022, mais il faut savoir que là encore, c'est depuis la fin des années 90, début des années 2000, que le Qatar travaille sur ce registre. Et en 2006, le Qatar avait organisé les Jeux asiatiques. Les Jeux asiatiques qui rassemblent l'ensemble du continent africain. Ça peut paraître lointain pour nous, mais c'est quand même le 3e événement sportif de la planète. D'accord ? Donc le Qatar avait déjà un certain nombre d'événements à son actif en termes d'organisation qui lui ont permis de plaider ensuite pour l'organisation du Mondial 2022 avec un dossier effectivement basé sur une solide expérience en termes d'organisation. Alors, l'autre aspect que je peux évoquer sur cette question de la diplomatie sportive, c'est, je viens de le dire, les ressources financières du Qatar. Alors ces ressources financières, je viens de donner quelques chiffres, mais il faut également se dire que ce sont des ressources utilisées par les autorités du Qatar, de la même manière d'ailleurs que les autres pays du Golfe, sur un registre de rente. La rente pétrolière permet en fait, particulièrement au Qatar, d'acheter l'allégeance politique des nationaux par une redistribution généreuse des subsides du pétrole et du gaz. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire lorsque vous donnez à votre population autochtone une situation où il passe en l'espace d'une génération, entre 1995 et 2005, ou de 1995, on va dire, ou tout plutôt entre 1990 et 2010, le PIB par habitant du Qatar est multiplié par 25 également. Et donc vous avez une population nationale extrêmement choyée, avec la gratuité de l'ensemble des services publics, et puis évidemment des emplois nationaux essentiellement dans le domaine public qui permet au Qatar de devenir à partir de 2010 les plus riches par habitant de la planète. Et donc la famille royale, les autorités du Qatar, par cette redistribution de la rente pétrolière et gazière, s'achètent le consensus politique. C'est-à-dire que vous n'avez plus d'opposition. Et vous avez une population soudée autour de la famille royale qui va tout simplement, dans sa globalité, acquiescer
aux décisions, aux options, aux stratégies de la famille royale, dès lors qu'évidemment les fondamentaux en termes de santé publique, de travail, sont assurés de manière extrêmement généreuse. D'accord ? Petite anecdote là aussi, en 2010-2011, lorsque vous avez eu des premiers, les soulèvements évidemment arabes dans différents pays arabes, mais des premiers soubresauts dans les pays du Golfe, il y avait quelques petits appels Facebook auprès de la population qatari. Ce qu'ont fait les autorités du Qatar pour, encore une fois, s'acheter l'allégeance de la population locale autochtone, c'est de doubler les salaires des fonctionnaires. Donc, une fois que vous doublez les salaires des fonctionnaires, vous contentez toute forme, vous tuez dans l'œuf en fait toute potentialité de contestation, et c'est comme ça que le système rentier marche à plein régime auprès des autorités du Qatar. Les ressources humaines, le Qatar a tellement mis en avant cette diplomatie sportive que celui qui l'a piloté dès la fin des années 90, c'est l'actuel émir. L'actuel émir qui était prince héritier depuis 2004, de 2004 à 2013, donc pendant 9 ans, c'est lui qui était à la tête du comité olympique qatari, et c'est lui qui pilotait la chose parce que c'est un passionné de sport et parce que lui et son père, évidemment, ils ne sont pas nombreux à décider au Qatar, au sein de la famille royale, ont compris encore une fois l'attrait décisif, l'attrait en termes de soft power, d'utiliser le sport comme un levier de reconnaissance au niveau international. Alors, l'autre aspect, et je finirai là pour cette première partie de la diplomatie sportive, qui l'explique, et le ressort donc, qui explique cette diplomatie, c'est le besoin de santé publique et de diversification économique. C'est-à-dire que vous avez un vrai problème au Qatar et dans d'autres pays du Golfe de santé publique parce qu'en l'espace de quelques années, vous avez un mode de vie qui a totalement été transformé. Ce sont des populations locales autochtones qui vivent maintenant essentiellement sur la base du tout moteur, du tout voiture, où il n'y a pas beaucoup, si vous voulez, de dépenses physiques et une alimentation qui est très carnée et très sucrée. Et donc, d'après un médecin du sport qui avait publié une tribune sur le New York Times en février 2000, il disait que c'était l'un des sujets de préoccupation majeure de santé publique au Qatar et dans les autres pays du Golfe. Et donc le Qatar, pour faire du sport un élément d'élévation sociétale, entre guillemets, il a décidé, il me semble que c'est l'un des seuls pays du monde, de fériériser, entre guillemets, vous m'avez compris, de rendre férié le deuxième mardi de chaque mois de février et d'obliger les institutions gouvernementales et les entreprises privées à obliger leurs salariés, leurs fonctionnaires à faire du sport sur la journée. D'accord ? Avec l'émir en personne, le premier, qui se déplace, lui et les membres de la famille royale qui font du vélo, qui font du foot, etc., de sorte à amener la population à faire du sport un élément important de leur mode de vie. Et la diversification économique, elle est pensée également depuis le milieu des années 2005 dans un ouvrage fondamental des autorités qatariennes qui s'appelle le Qatar National Vision 2030, où le but en 2030, c'est d'arriver à une situation où le pétrole et le gaz ne seront plus les moteurs majoritaires du financement du budget de l'État. Ça, c'est une préoccupation commune à tous les pays du Golfe, mais le Qatar va utiliser 3 leviers, et je parlerai du sport à la fin. Le premier, c'est l'économie de la connaissance, pour fixer à Doha les étudiants de la région et en mettant en place un cursus, ou plutôt un campus universitaire d'excellence autour de la Qatar Foundation. Vous avez également la question du tourisme, où le Qatar fait tout pour pouvoir améliorer son image, de sorte à fixer une partie des touristes et même des flux de voyageurs qui vont vers l'Asie pour, encore une fois, faire tourner l'économie locale. Et vous avez également toute l'industrie autour du sport, du fait de l'organisation des grandes compétitions. Alors on parle de la Coupe du Monde, c'est une fois tous les 4 ans, mais il faut savoir que le Qatar a organisé et organise de plus en plus d'événements sportifs d'ampleur. L'an prochain, par exemple, il y a le mondial d'athlétisme. Ils sont également en lice pour la Coupe, pour tout simplement les Jeux Olympiques. Ils ont organisé le championnat du monde de petits bassins en natation. Et donc, chaque année, vous avez pas mal d'organisations sportives d'ampleur ou d'ampleur mondiale, voire continentale ou sous-régionale. D'accord ? Donc, il y a tout un dispositif autour de stades et autour d'infrastructures sportives qui tire un petit peu la machine industrielle dans un souci de diversification économique. On en est encore loin puisque le pétrole et surtout le gaz constituent encore une fois les 3/4 des revenus de l'État, même s'il y a un effort qui est fait au Qatar et dans les autres pays. Je finirai par 2 grands défis. Je pense que les 2 grands défis au niveau de la diplomatie sportive du Qatar, le premier c'est celui qui est évident, qui est le défi du blocus, de l'embargo. Vous n'êtes pas censé ignorer que depuis juin 2017, ça fait à peu près 1 an et demi, le Qatar est sous blocus de la part de 3 de ses voisins
et également de l'Égypte, donc essentiellement l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis et Bahreïn, mais ce sont surtout les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite qui sont les fers de lance de cette politique. Et là, j'ai envie de vous dire, pour faire très court, tous les moyens sont bons pour faire tomber la famille royale, le régime qatarien, et le faire céder. Et dans le domaine sportif, comment ça s'incarne, ça s'illustre, donc au-delà du blocus maritime, terrestre, aérien, qui est un blocus assez net. Je veux dire, la seule frontière du Qatar terrestre, elle est bloquée depuis plus d'1 an et demi. D'accord ? Donc le Qatar ne peut maintenant sortir de cette autarcie imposée que par la voie des mers et des airs. D'accord ? Et l'Arabie Saoudite a même pensé à un projet assez fou, entre guillemets, c'est de rendre le Qatar en île, c'est-à-dire de creuser un canal de 60 km et de 10 km de large pour isoler totalement le Qatar et faire en sorte que c'est un pays qui plie au desiderata, évidemment, des autorités saoudiennes. Donc c'est vous dire le paroxysme de cette rivalité intra-Golfe qui, malheureusement, n'a pas, on ne voit pas trop d'issue aujourd'hui dans un début de solution. Mais au niveau sportif, il y a récemment 2 événements qui font dire, encore une fois, que vous avez cette rivalité qui se joue à ce niveau-là. C'est le lancement, et c'est la première fois dans l'histoire du monde, pour reprendre l'expression du journaliste du Monde, où vous avez un État qui décide de pirater une chaîne de télévision, là aussi dans le cadre d'un combat politique, à savoir le lancement quelques jours avant le Mondial 2022 de BI2Q, avec un nom effectivement sarcastique, qui a piraté le signal de beIN Sport en offrant à la population arabe la possibilité de regarder les matchs de la Coupe du Monde gratuitement. Et ça a fait perdre évidemment des centaines de millions de dollars à beIN Sport, qui a elle-même porté plainte auprès d'instances internationales pour obtenir réparation. C'est vous dire, encore une fois, la prégnance de cette rivalité. Et puis, il y a également, pour vous dire vraiment dans les esprits comment ça façonne aujourd'hui les relations entre les deux camps, vous avez au lendemain du mondial 2018, là en Russie, après la victoire de la France, le lendemain, le grand quotidien panarabe établi à Londres, Al-Hayat, de capitaux saoudiens, qui a titré « Marhaban li istidafat Ka's al-Alam 2026 ». C'est-à-dire qu'il va titrer en arabe, après la Coupe du Monde en Russie, « Bienvenue au Mondial 2026 ». C'est-à-dire qu'il ne parle pas du Mondial 2022 au Qatar. Il va squeezer le 2022, parce qu'on ne le reconnaît pas, et on dit « Bienvenue au Mondial 2026 ». C'est vous dire, là encore, l'ampleur des tensions, des rivalités entre les deux camps. Une tension, une rivalité qui se joue également dans, vous l'avez évoqué à l'instant, la question de Manchester City et le PSG. C'est vraiment aujourd'hui, auprès des deux autorités, l'idée de se dire qui va remporter la Ligue des Champions le premier. D'accord. Et ça, je pense que lorsque l'un va l'emporter avant l'autre, ce sera une cuisante défaite, et tout est fait effectivement du côté qatari et du côté émirien. Au départ, les deux financements, les deux investissements ne sont pas du même ordre. Vous avez plutôt, entre guillemets, le caprice d'un prince avec Manchester City en 2008, où vous avez Sheikh Mansour, le milliardaire, qui prend possession de Manchester pour en faire un club d'élite. Mais ce n'est pas l'autorité étatique d'Abu Dhabi qui va acheter Manchester City. C'est un prince sur ses fonds personnels. Il est milliardaire, il a de quoi, effectivement. Mais au niveau qatari, ce n'est pas un prince de la famille royale, aussi proche soit-il. C'est Qatar Sport Investment, qui est la filiale sportive du fonds souverain qatari, qui décide de l'investissement. Donc là, on est vraiment dans un investissement étatique pensé par des autorités dans le cadre, encore une fois, d'une stratégie de reconnaissance. Et aujourd'hui, effectivement, la rivalité, c'est de se dire lequel des deux, si un jour il y arrive, parce qu'ils peuvent continuer à perdre, entre guillemets, à ne pas arriver à cette finale de Ligue des Champions, en tout cas à la remporter, mais c'est vrai que ça va beaucoup crisper l'autre camp si l'autre bord, évidemment, l'emporte avant lui. Je finirai parce que j'estime être les 3 talons d'Achille du Qatar dans cette perspective du Mondial 2022. Les premiers, ce sont les soupçons de corruption. Et ça, effectivement, c'est toujours à l'œuvre. Il y a des enquêtes qui sont en cours et on n'en a pas encore la décision finale de la part des autorités compétentes qui traitent du sujet. Donc il y a toujours une petite épée de Damoclès, je dis petite, parce qu'il y avait, je pense, un risque il y a quelques années de retirer au Qatar la Coupe du Monde, mais à moins de 4 ans avant l'événement,
il ne me semble pas qu'on arrivera à un retrait, quand bien même des soupçons de corruption avérés soient dûment documentés. Ça a également été le fait en 2006 de la Coupe du Monde en Allemagne. Et puis, entre nous, la FIFA, il y a quand même eu des zones grises ces dernières années qui font que ça a été compliqué en tout cas. Il y a peut-être des éléments... bref, vous m'avez compris. Ça, c'était le premier point. Les ouvriers. Je pense que la question des ouvriers, elle est vraiment centrale auprès des autorités qataries. Je pense qu'ils ont pris un petit peu la mesure, même si ça reste insuffisant ce qu'ils ont fait. Ils sont dans une forme d'amélioration de la condition ouvrière. C'est une obligation pour eux, parce qu'il y a énormément de tensions médiatiques autour de ce sujet, et le Qatar n'a pas d'autre choix que de rehausser la condition des ouvriers qui, je le rappelle quand même, pour un pays de 2 700 000 habitants, font plus des 3/4, même pas les ouvriers, on a plus de 2 millions d'ouvriers sur 2 700 000 habitants. Les 700 000 restants, vous avez 300 000 nationaux et 400 000 expatriés occidentaux. Donc le reste, les 3/4 de la population du Qatar, 90% de la population du Qatar est étrangère, mais dans ces étrangers, 80% sont des ouvriers originaires du sous-continent indien, principalement le Népal, l'Inde, le Pakistan et les Philippines. Donc on a une obligation pour le Qatar d'améliorer ce statut. Et effectivement, ces dernières années, vous avez de grands efforts qui ont été faits, même s'il reste pas mal. La dernière réforme en date étant la fin du permis de sortie pour les ouvriers, parce que vous savez que dans les pays du Golfe, un ouvrier, lorsqu'il arrive dans un pays du Golfe, il doit remettre son passeport à son employeur et ne peut quitter le pays qu'avec l'autorisation de l'employeur. C'est que l'employeur qui peut lui donner cette autorisation. Et cette autorisation a été levée par une décision d'émir il y a quelques semaines. Et puis donc le dernier talon d'Achille, c'est la légitimité footballistique, puisque lorsque le Qatar remporte l'organisation du Mondial 2022 en décembre 2010 à Zurich, l'une des critiques, au-delà des soupçons de corruption, au-delà de la condition lamentable des ouvriers, c'est de dire que c'est un pays qui n'a pas de tradition de légitimité footballistique. Et donc le Qatar a acheté, comme je l'expliquais tout à l'heure avec le PSG, une légitimité footballistique, mais qui, pour un pays, ne peut pas se contenter uniquement de championnats nationaux. C'est bien que le PSG gagne même les 10 prochains nationaux français, les 10 prochaines Coupes de la Ligue, Coupe de France, mais pour pouvoir devenir un acteur majeur de la compétition footballistique, vous avez 2 grands trophées qui sont les plus importants, la Coupe du Monde pour les États et puis évidemment la Ligue des Champions pour les clubs. Et donc le Qatar, je pense, fait tout, d'où l'achat de Neymar, d'où les pressions un petit peu sur le président aujourd'hui du PSG, parce que ça fait quand même 7 ans qu'il est là, pour faire en sorte d'avoir la meilleure équipe qui puisse au Qatar de se doter de cette légitimité footballistique en remportant la Coupe aux grandes oreilles pour les initiés. Merci à vous. Merci. Avant de passer la parole à l'assistance pour des questions ou des remarques éventuelles, j'ai une question pour chacun. Pour Sébastien Abyss, dans le tour d'horizon et des vertus et du football, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est que l'état des championnats des pays du sud de la Méditerranée, Égypte compris, sont, ma foi, révélateurs du désordre qui règne dans ces pays. C'est-à-dire que, contrairement à l'Amérique latine où on a pu avoir une divergence, vous aviez des pays qui allaient mal sur le plan politique, mais qui sont capables d'aller gagner des choses, je pense à l'Argentine à une époque, au Brésil, eh bien dans le sud de la Méditerranée, dans l'Est, on n'a pas ça. On a des pays qui vont mal et dont les championnats vont mal, violence, comme vous l'avez dit, corruption. Et pour Nabil El Nasri, ma question, elle est liée à ton propos liminaire quand tu as parlé du Koweït et que tu as dit qu'effectivement c'était dans la tête de l'émir, enfin à l'époque il était prince héritier, et que c'est ce qui a poussé le Qatar à... alors, moi j'ai souvenir que le Koweït, quand il a été envahi en 90, beaucoup de gens avaient beaucoup entendu parler du Koweït et se sont dit c'est bien fait pour eux parce que, pour ceux qui sont jeunes et qui n'ont pas connu cette époque-là, le premier pays du Golfe à avoir bien fait parler de lui, c'est quand même le Koweït, parce qu'à un moment donné, ils ont voulu racheter British Petroleum, donc je parle, ça se passe dans les années 70, les années 80. On parlait des Koweïtis, on ne parlait pas du tout du reste, mais on parlait des Koweïtis parce qu'ils achetaient l'immobilier à Paris, à Londres, etc. Et tout. Et donc ma question, elle est, est-ce que finalement, dans toute cette stratégie que tu as développée, est-ce que la grande erreur n'est pas finalement d'avoir voulu
être trop haut avec ce mondial de football. Parce que moi, ce que je remarque, c'est que tous les ennuis, une grande partie des ennuis que le Qatar a eu depuis, je ne parle pas du blocus, hein, mais peut-être que ça vient aussi de là, ces 10 dernières années, c'est quand même lié à la Coupe du Monde. Les enquêtes sur parce que oui. Tu as parlé des travailleurs. Alors effectivement, en France, beaucoup de mes confrères parlent de ça, mais les travailleurs au Qatar, leur statut, il est exactement le même qu'en Arabie Saoudite, qu'aux Émirats Arabes Unis ou même au Liban. Hein, quand je pense au sort des bonnes asiatiques dans les bonnes familles de la bourgeoisie de Beyrouth, c'est exactement la même chose. Donc j'ai l'impression que ce mondial, quand même, c'est pas finalement, est-ce que ça a été une aussi bonne idée que ça? Voilà. Et je passerai ensuite la parole à la... Rapidement, hein, d'abord, sur la deuxième question, je pense que ça montre bien que c'est à double tranchant d'organiser un événement. On l'a vu aussi avec les JO dans certains pays, comment maîtriser la communication et le souci de transparence et de mise aux normes avec un tel événement médiatique et pendant un mois de compétition où les projecteurs sont braqués, ça pose un certain nombre de questions. Donc ça c'est vrai pour les événements sportifs et sans doute que sur le Qatar, il y a un vrai sujet autour de cela. Par rapport à la question sur les championnats du sud de la Méditerranée, là aussi, oui, c'est sans doute révélateur de l'état d'organisation et de moyens financiers et aussi économiques que ces pays peuvent mettre en avant. On a vu, ça a été bien dit, que le Qatar avait pu développer son championnat à partir du moment où il avait mis les moyens économiques dédiés, ce qui a été aussi le chemin parcouru par la Turquie. Depuis 5-10 ans, il y a eu de gros moyens financiers qui sont arrivés dans le championnat turc, qui ont permis d'attirer de grands joueurs de football et de faire aussi des résultats avec les équipes turques sur des compétitions loin d'être des résultats anodins. Maintenant, aujourd'hui, on a au Maroc, en Algérie, en Tunisie ou en Égypte, quasiment aucun joueur, ou presque, des sélections nationales qui jouent dans leur propre championnat. Il y en a quelques-uns, mais finalement c'est une minorité. Et on voit, je finirai juste par ça, à quel point le football reste à ce stade l'un des rares bastions de la puissance européenne. Parce que quand bien même il y a eu des équipes qui ont progressé en Amérique latine, quand bien même l'Asie essaye de se mettre au football, et quand bien même il y a des gros moyens mis en œuvre aujourd'hui aux États-Unis pour développer le soccer, l'Europe reste la grande puissance footballistique de la planète. Et pour les sélections nationales ces dernières années, on voit une sorte de déclin des performances brésiliennes ou argentines, mais au niveau des clubs, il n'y a quasiment pas photo. Tous les grands joueurs sud-américains jouent plutôt en Europe. Et généralement, ceux qui retournent en Amérique latine jouer, c'est que ça ne s'est pas bien passé en Europe. Et donc ça, c'est intéressant de voir qu'il y a un effet aimant de l'Europe, des clubs européens sur le football mondial, et que quand on prend les clubs les plus populaires de la planète, c'est des clubs européens, mais qui comptent aujourd'hui plus de fans, parfois en Asie, en Australie ou même en Afrique ou en Amérique latine, que sur le sol européen. Ce qui explique aussi que beaucoup de clubs européens ont compris que pour le merchandising, pour la visibilité et popularité de leur club, l'été, il fallait faire des stages de préparation en Asie ou aux États-Unis ou en Afrique, parce que ça contribuait à une certaine visibilité des compétitions. Donc on voit bien que, par rapport à la question, oui, évidemment, c'est toujours le miroir aussi de l'état général d'un pays, et en même temps non, parce que y a des pays européens qui ont gardé de l'attractivité footballistique ces dernières années sans être des grandes puissances ou des grandes nations stables d'un point de vue politique ou économique. Moi je suis moitié italien. Je ne suis pas sûr que l'Italie se porte mieux aujourd'hui qu'à l'époque de Berlusconi, d'un point de vue sociopolitique. Et en même temps, depuis 2-3 ans, le championnat italien retrouve des couleurs. Donc, à la fois, il y a du vrai, et à la fois, on peut le contredire dans un autre sens.
Oui, pour répondre à ta question, Akram, je pense que la décision de candidater pour l'organisation du mondial, elle date de la fin des années 90, début des années 2000. Et encore une fois, elle s'inscrit dans une stratégie de reconnaissance internationale, mais également de rivalité. Effectivement, le blocus, depuis 1 an et demi, il met en évidence de manière spectaculaire l'antagonisme et la rivalité entre les pays du Golfe, mais il faut savoir que cet antagonisme, il est latent depuis juin 1995, puisque quelques mois après la destitution par l'émir Hamad de son père, vous avez une tentative de contre-coup d'État de l'émir père déchu, qui s'est réfugié en Europe, soutenu par les services saoudiens et émiriens. Et donc vous aviez à l'époque une tension très forte, par intermittence, effectivement. Parfois, il y avait des périodes d'embellie. Mais lorsque le Qatar candidate au début des années 2000, il faut savoir que les relations avec l'Arabie saoudite sont rompues à cause d'Al Jazeera. De 2002 à 2008, vous n'avez pas d'ambassadeur saoudien à Doha. Et vous n'avez pas d'ambassadeur qatari à Riyad. Pour vous donner l'ampleur, encore une fois, de la tension latente entre ces différents pays. Et je pense que les autorités du Qatar se sont dit, puisque le hard power nous est évidemment impossible. Avec un pays de 300 000 nationaux, vous ne pouvez pas avoir une armée digne de ce nom qui puisse se confronter à l'armée saoudienne, l'armée irakienne, l'armée iranienne. Donc effectivement, on achète des armes pour se créer des réseaux d'allégeance et une forme de clientélisme avec les élites politiques et économiques occidentales qui auront intérêt à votre survie. Mais on va doubler, si vous voulez, ce rideau défensif par une stratégie de reconnaissance internationale qui passe par le sport. Alors je pense qu'effectivement, ils ont été très surpris, pour ne pas dire stupéfaits, voire même déconcertés, de voir après décembre 2010 l'avalanche de critiques qui leur est tombée dessus. Et effectivement, à un moment donné, ils n'ont pas trop su comment répondre. Et à partir du moment où ils se sont dit, bon, on va essayer de colmater les brèches, les soupçons de corruption, je pense qu'ils jouent sur le temps. Et en même temps, si demain, il y a des soupçons de corruption avérés, c'est également la FIFA qui risque d'être emportée par le scandale, parce qu'il y a quand même plusieurs acteurs dans la corruption. Il n'y a pas que celui qui veut corrompre, il y a celui qui accepte d'être corrompu, évidemment. Et puis, sur la question des ouvriers, comme tu l'as très bien écrit par ailleurs, il y a quand même une évolution positive. Et ce qui se passe aujourd'hui a été salué par l'OIT, l'Organisation internationale du travail, qui a d'ailleurs accepté d'ouvrir un bureau, le seul dans la région à Doha, il y a quelques mois, pour accompagner cette évolution positive. Et donc, sur la question de la légitimité footballistique, ils sont en train de se dire qu'on est proche du but avec le PSG. Surtout, les dernières semaines, les derniers mois leur donnent un petit peu espoir. Quand vous avez Mbappé qui est champion du monde et à 19 ans, certainement celui qui va devenir l'une des attractions, l'une des stars planétaires, ils se disent qu'on touche du bois parce que là, on a vraiment la meilleure équipe qu'on ait pu espérer pour remporter la Coupe d'Europe. Et puis, il faut se souvenir que, par exemple, l'achat de Neymar, c'est pas uniquement pour le PSG, c'est également pour le Qatar, ça revient au même. Mais là où je veux dire, c'est que vous avez le contrat entre Neymar et le PSG, mais vous avez le contrat entre Neymar et le Comité international olympique, qui fait que sur les 6 ans de contrat qu'il a eu, il est également ambassadeur du Qatar pour la Coupe du Monde 2022. Et Neymar, en 2022, il a 30 ans. Et donc, a priori, il serait au sommet de sa carrière. Un peu comme Messi et Ronaldo aujourd'hui. Donc ils se disent c'est un pari sur l'avenir. Et aujourd'hui, on touche du bois pour se dire que voilà, là, il y a des fenêtres qui s'ouvrent, mais effectivement avec énormément de tensions, de situations conflictuelles qui font qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, quoi. Merci. Bien. Écoutez, la parole est à la salle. On aurait pu commencer par les dames, mais c'est pas grave. L'heure aux dames. Alors je me lance. Je suis amenée à travailler avec des jeunes dits mineurs non accompagnés et jeunes majeurs non accompagnés qui ont traversé la Méditerranée dans des conditions difficiles. Et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que il existe une culture populaire et des chants de supporters, les hooligans, etc., qui sont, semble-t-il, un creuset pour la contestation, une prise de conscience et la contestation sociale et politique, et aussi pour partir, pour alimenter le désir de partir et se donner le courage de partir, quitte à risquer beaucoup.
Alors vous avez parlé de la contestation des supporters en Tunisie et en Égypte de manière ouverte. Moi, ma question, c'est qu'en est-il? Est-ce que vous pouvez amener quelque chose, ou est-ce qu'il y a des gens qui ont travaillé sur cet aspect des choses en Algérie, au Maroc et oui, au-delà de la Tunisie? Voilà. Parce qu'ils viennent essentiellement pour nous du Maroc et de l'Algérie. On va prendre 3 questions. Voilà, monsieur. On a assisté il y a quelques années à des manifestations de fraternité maghrébine dans les stades au Maroc et en Algérie. Récemment, on a aussi beaucoup parlé d'une co-organisation de la Coupe du Monde 2030 avec les 3 pays du Maghreb. Il y a aussi une idée qui a circulé dans la presse maghrébine sur une fusion des championnats de première division des 3 pays qui amènerait non seulement plus d'attractivité et plus de qualité à un super championnat maghrébin, mais aussi qui serait le vecteur d'une relance de la dynamique de construction maghrébine. Je veux savoir ce que vous en pensez et surtout si c'est faisable. Madame. Bonsoir. Moi, j'aurais une question par rapport à la nationalité, la manière dont la nationalité peut être utilisée pour des raisons géopolitiques, et notamment, je pense au Qatar qui nationalise en fait des joueurs étrangers qui n'ont a priori aucun lien avec le Qatar pour pouvoir, disons, renforcer son équipe nationale. Est-ce que ça pourrait pas créer une distorsion, et notamment par rapport à la nationalité étatique qui serait complètement différente de la nationalité sportive? Et est-ce que ça pourrait pas être sujet à des critiques de la part des autres pays arabes, par exemple, si jamais ils voudraient organiser une coopération inter-arabe ou je ne sais quoi, de se dire oui, mais il y a quand même énormément de joueurs qui n'ont rien à voir. Bien. Première question, les chants de supporters. Rapidement, je pense que ce que dit Madame montre bien qu'il y a des liens entre les solidarités face à l'adversité qui peuvent se créer à travers des connivences sportives, si je comprends bien dans votre remarque. Moi j'ai parlé de l'Égypte et de la Tunisie, mais l'expression d'un mécontentement, d'une colère passagère ou d'une colère plus profonde, plus structurelle sur l'espace sportif ou dans des tribunes de football, ça existe dans tous les pays du monde. C'est pas propre à la région, encore une fois, ça existe dans tous les pays du monde et ça existe en France, etc. etc. Et donc on peut le démultiplier. C'est pour ça que j'ai quand même parlé du club algérien de JSK, parce que c'était aussi une expression berbère, kabyle, face à un pouvoir central qui n'était pas toujours hyper intégrateur, on va dire, avec cette minorité régionale. Voilà. Maintenant, c'est intéressant ce que vous dites sur ceux qui partent dans des conditions dramatiques, et voir comment le sport ou le football peut maintenir des liens ici, ou créer des liens, ou faciliter de l'insertion, etc. Et ils nous ont fait écouter des chants qui chantaient le départ, enfin, oui. Le désir de départ. Et, alors tous ne partent pas, c'est bien évident, hein, c'est pas toujours, voilà, mais ça faisait partie intégrante des chants de supporters. Ça, donc je me suis demandé si quelqu'un avait travaillé là-dessus. Vous avez je ne sais pas, ça date d'il y a une dizaine d'années. Vous avez un film algérien qui est sorti, dont le titre c'est Roma ou Lentouma, c'est-à-dire Rome plutôt que vous. Il faut savoir qu'il y a un club en Algérie qui est l'USMA d'Alger. C'est un club donc de Sostara, à côté de Bab el-Oued. Et c'est un club dont les supporters sont très connus pour leur chant. Et c'est un club qui a repris à l'identique, ça aussi on aurait peut-être pu en parler, qui a repris à l'identique, qui fait une assimilation qui est totalement en phase avec les supporters, avec l'AC Milan. C'est-à-dire que les supporters de l'ISMA, parce que la couleur de l'USMA c'est rouge et noir, c'est les couleurs de l'AC Milan, et donc leur chant c'est de dire au régime algérien, on préfère, alors ils s'assimilent à des Milanais, donc ils disent on préfère Rome, qui pour un Milanais est quand même l'insulte suprême, on préfère Rome plutôt que vous, régime algérien. Et donc si vous allez sur YouTube, vous allez trouver un documentaire aussi des années 90 sur les chants des supporters algériens sur cette question-là, et qui effectivement chante à la fois le départ, mais aussi s'en prennent
au régime de manière assez crue parfois. Et récemment, lors d'une Coupe d'Algérie, ça a été le cas. C'est précisément à ça qu'ils nous ont donné accès. Voilà. Voilà. Alors, deuxième question. Question rapide. J'ai entendu rapidement parler de ces dynamiques-là. Après, si ça peut se développer, tant mieux, bien évidemment, parce que ça aurait plein de sens, à la fois sportif et politique. Je reste dubitatif sur la faisabilité de ces annonces, notamment de la fusion des championnats, ou même d'une candidature transnationale pour une Coupe du Monde. Je note simplement, j'ai une passion pour le ballon rond et je travaille sur les questions agricoles. Je note quand même que dans les sujets qui permettent parfois de sortir des batailles ou des rivalités politiques stériles, actuellement au Maghreb, il y a ce type de réflexion et il y a l'inscription du couscous au patrimoine mondial de l'humanité, candidature commune aux 3 pays. Il n'y a pas beaucoup d'initiatives en ce moment des 3 pays ensemble. C'est pas inintéressant que ça se passe sur des choses qui touchent le grand public et la vie quotidienne, plutôt que des sujets parfois hyper politisés qui concernent des petites minorités. Et alors, troisième point, effectivement, on se souvient de la finale du championnat du monde de handball, avec le Qatar contre la France, avec une équipe qatari. Oui, il n'y a pas beaucoup de Qataris. Ouais, il n'y en avait pas beaucoup. Il y en avait quelques-uns. Il y en avait quelques-uns. Voilà. Ouais. Est-ce qu'ils vont pouvoir ils vont pas pouvoir faire la même chose au foot, parce que il y a la règle de la FIFA qui est très claire. On ne peut pas aller chercher, ils peuvent pas aller chercher Ronaldo ou Messi, sauf si les lois changent. Alors, ce qu'ils vont essayer de faire, pour vous répondre directement, c'est que le Ronaldo d'aujourd'hui, effectivement, ça leur est impossible. Mais le futur Ronaldo, ils font tout pour essayer de le trouver, notamment en Afrique. Donc ils ont créé, dans le cadre de l'Aspire Academy dont j'ai parlé tout à l'heure, un dispositif qui s'appelle Aspire Football Dreams, qui est réparti dans 7 pays africains et qui a déjà supervisé 4 millions de jeunes Africains, de sorte à sélectionner les meilleurs d'entre eux pour les faire venir ensuite à 12-13 ans à Doha, éventuellement avec leur famille, et que le potentiel qui a été détecté en Afrique puisse éclore quelques années plus tard, avec entre-temps suffisamment de temps pour qu'ils apprennent l'arabe, pour qu'ils puissent s'habituer aux us et coutumes de la société nationale, avec évidemment la nationalité qatari à la clé. Donc l'achat de joueurs, de transfert de nationalité est aujourd'hui beaucoup plus difficile, et de toute façon, à partir de 21 ans, il me semble, les joueurs doivent faire, notamment les doubles nationaux, doivent faire leur choix définitif. Mais contournant cette règle, on va aller en Afrique notamment, voire même aujourd'hui autour du bassin parisien, parce que vous avez également énormément de sélectionneurs, entre guillemets, des détecteurs du PSG qui sillonnent la région parisienne, là aussi dans le but effectivement de trouver la nouvelle pépite, le nouveau Messi. C'est l'expression de Nasser El-Khelaïfi lorsqu'il arrive à Paris, en disant qu'on va tout faire pour trouver le nouveau Messi en France. Donc vous avez cette politique qui est destinée à donner la nationalité à des précurseurs ou à des pionniers en termes de football, dès lors qu'évidemment ils ont le potentiel. Il y avait également la même chose en athlétisme, et je finirai sur ça. Mais, et là pour le coup, le Qatar et d'autres pays du Golfe, moi je me souviens que l'un des ceux qui avaient gagné, il me semble, 3000 mètres au championnat du monde d'athlétisme à Paris en 2003, était un Kenyan de nationalité bahreïnie. Le Qatar avait fait la même chose. Mais l'instance internationale de l'athlétisme, quelques années plus tard, ont durci les conditions de transfert de nationalité pour éviter effectivement ce genre de jeu faussé, pour qu'on ait réellement des athlètes qui soient le reflet du pays et pas l'inverse, quoi. Oui, juste par rapport au Maghreb, alors privilège de l'âge, j'ai peut-être... il faut savoir qu'il y a eu un championnat maghrébin à une époque, Oui, dans les années 70, vous aviez une compétition, une coupe maghrébine. Voilà. Voilà. Mais déjà à l'époque, vous aviez des problèmes de chauvinisme, des problèmes de bagarre, des problèmes de... Et donc ce qui avait poussé les dirigeants de l'époque à annuler cette compétition. Hein, donc pour justement que ça ne déborde pas.
Et donc ça prouve bien que le foot peut beaucoup de choses, mais à un moment donné, c'est pas lui qui va faire l'union, même si effectivement les supporters de Casablanca disent qu'ils n'ont rien contre les Algériens, que les gens du Mouloudia leur répondent la même chose. S'il n'y a pas de volonté politique que ces trois pays se rapprochent, c'est pas le foot qui va... Voilà. On a une question ici, monsieur. D'accord. Voilà. Bonsoir, merci de prendre la question. Ça va un peu revenir sur la question précédente, mais j'avais comme interrogation sur le fait que le Qatar n'est peut-être pas allé trop vite en besogne en misant dans le sport. Donc le PSG, dans le sens où on attend toujours qu'il gagne la Ligue des Champions, peut-être que ça arrivera, mais bon, on sait jamais. Ça reste voilà, le sport, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Mais donc voilà, on a parlé aussi du hand, le fait que le mondial de hand organisé, l'équipe nationale arrive en finale un peu par magie, et aux mondiaux suivants, plus de nouvelles du Qatar. Le fait que Bein Sport ait aussi parié sur des champions, sur la Heineken Cup en rugby, où voilà, Bein Sport ne fait pas forcément recette avec ça. Est-ce que voilà, ils ne sont pas allés trop vite en besogne en misant sur le sport, le foot et les sports, autres sports aussi. Voilà. Merci. Monsieur. Bonjour, ou bonsoir plutôt. Plutôt, moi, j'ai une question, mais aussi également une remarque pour Madame, vis-à-vis des clubs de supporters, ou les ultras si on préfère, dans les pays des championnats maghrébins. Je vais prendre l'exemple de la Tunisie et l'un club tunisois par exemple, les deux clubs tunisois rivaux, où l'un était sous l'ancien régime, appartenait au neveu de Ben Ali, et l'autre justement qui a toujours été historiquement même contre Bourguiba, un opposant au régime. Et du coup ça crée également, ok, ça peut pousser des jeunes à partir, mais ça peut aussi créer une sorte d'identité, car on voit que ces jeunes se regroupent entre eux contre la figure étatique, contre on voit les manifestations et les protestations dans les tribunes, mais voilà, ça crée une sorte de solidarité et un lien plus qu'autre chose au groupe d'ultra, mais également à leur club, qui même prend une place, devance même les équipes nationales. Dans certains pays, les clubs ont plus de ferveur derrière les clubs, c'est propre aux pays arabes notamment, et en Tunisie où il y a les clubs qui poussent une ferveur. Oui, du coup, ma question, ça c'était un aparté, c'était par rapport à la stratégie des clubs du Golfe, qui ne marche pas finalement pour trouver les pépites. On voit que les clubs qui privilégient le bling-bling et les gros moyens n'arrivent pas à sortir de grands joueurs. Par exemple, on va à l'exemple du Barça, qui n'est pas du tout qatari, mais une Masia qui a du mal à ressortir de nouvelles pépites, alors qu'un club, je sais pas, un club français comme Lyon, qui marche que sur ça. Donc j'ai envie de savoir si finalement ils n'ont pas de tort dès le début. Par exemple, les grands clubs qui investissent beaucoup d'argent, les tops européens, ne sont pas connus pour leur centre de formation. Monsieur à côté de vous. Moi, je voulais juste revenir sur ce que vous avez dit au départ de votre propos, où vous présentez le football comme un vecteur d'intérêt entre les différents groupes sociaux et plus généralement entre les différentes régions du monde. Ma question, moi, ce serait plus portée sur finalement le deuxième point que vous aviez mentionné, à savoir le fait qu'il y a également en fait une surinflation des biens d'équipement, de tout ce qui sera donc merchandising. J'ai noté aussi donc là toutes les places pour les stades, pour les supporters, etc. Est-ce que ça ne va pas finalement rompre avec une des qualités du football, à savoir le fait justement de réunir les gens, puisque ça va mettre en avant la rupture économique entre les différents groupes? Très bien. Une quatrième question et puis on va donner la parole à nous. Moi, je veux revenir sur l'introduction que vous avez faite sur la qualification d'Algérie en 2010. Et le fait que le régime a profité de l'euphorie et l'élan que ça a donné, mais en contrepartie, ils ne prennent pas conscience qu'il faut investir. Ça aurait pu aider à accélérer la construction des stades, des centres de formation. Donc, ils profitent de l'élan, mais en contrepartie, ils n'investissent pas. Donc, Bien. Alors, il y a des questions qui sont des commentaires et qui complètent, je crois, fort bien tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Moi, je voudrais juste insister sur trois choses un peu en diagonale des remarques et questions. C'est
il ne s'agit pas de dire que automatiquement ou logiquement, les stades de foot ou le terrain sportif doit être des terrains d'expression politique ou à la contestation. Le foot, avant tout, c'est du plaisir, c'est un jeu, et on ne va pas, dans un premier temps, on ne va pas dans un stade de football pour contester. Simplement, on voit que dans des pays où il y a des malaises sociopolitiques, des contestations par rapport à des orientations, des sévérités, des rigidités, tout ce qu'on veut, bah oui, on va utiliser ces enceintes comme caisse de résonance. Donc on va utiliser l'effet d'être plusieurs milliers, voire des dizaines de milliers dans un stade, se rassembler, faire passer des messages à caractère politique dans un moment sportif. Mais moi je veux vraiment quand même insister sur le fait que ça c'est la dérive sociopolitique du football qui avant tout est un sport fait pour s'amuser, prendre du plaisir et rester dans l'incertitude. Ce qui permet de rappeler, comme vous l'avez bien fait, que c'est pas parce qu'on met beaucoup d'argent dans le football qu'on gagne des compétitions. Ça aide fortement, mais ça ne reste pas une vérité absolue à 100%. C'est pas parce que vous allez avoir l'équipe la plus armée sur le papier d'un point de vue financier que vous gagnez une compétition. C'est pour ça que je me suis permis d'insister sur le fait qu'à la différence d'autres sports, faites le tour, il y a un degré d'incertitude sur les résultats d'un match de football plus grand. Bon. Et puis, par rapport à votre remarque sur ces excès, néanmoins, qu'on observe ces dernières années, bien évidemment, ça tue le côté simplicité, popularité, accessibilité du football, avec des choses sur le plan économique. Mais je vais vous dire, moi, par exemple, j'ai 37 ans. Je suis allé énormément dans les stades de foot quand j'étais jeune et ado et jeune adulte. Et c'était avant le 11 septembre, c'était avant les peurs d'attentats, c'était avant les systèmes de sécurisation et de contrôle partout, etc. Aujourd'hui, quand on a un match de foot, on se fait fouiller, contrôler, il faut présenter sa carte d'identité, on n'a plus rien, le droit ou presque, d'emmener dans le terrain, dans les gradins. Il y a 20 ans, ce n'était absolument pas comme ça. Donc le football a subi aussi, dans son moment sportif, pour les supporters, la dérive financière, mais aussi toute la dérive de ces dernières années un peu sécuritaire et de contrôle, qui apporte aussi de la rassurance pour les gens qui vont au stade. Encore une fois, il y a du bon et du contre dans cette dynamique. Mais on est encore une fois sur comment parfois des événements globaux, des dynamiques géopolitiques, des contextes sécuritaires ou sociopolitiques pèsent fortement sur les événements sportifs. Il y a quand même eu des attentats à Paris en marge d'un match de l'équipe de France qui a secoué tout le monde. Il y a eu un attentat lors d'un quart de finale de Ligue des Champions entre Monaco et Dortmund qui a secoué et l'équipe et les supporters, et donc ça a pris une ampleur, ce type d'épisode, qui fait qu'aujourd'hui on peut à la fois dire ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire je trouve ça presque regrettable qu'on puisse plus aller simplement avec peu de moyens financiers et en toute simplicité voir un match de foot, et en même temps je pense que ce n'est que le reflet de la société qui a besoin d'être en hyper-sécurité et qui préfère peut-être aujourd'hui payer 50 € son match de foot plutôt que 10, avec tout du coup ce que ça implique en termes de sécurité. Regardez les matchs de foot aujourd'hui à la télé, le nombre de stadiers qu'il faut pour encadrer la pelouse, pour encadrer les supporters dans le terrain. Ça crée de l'emploi. Ça, pour le coup, ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi pour quelques soirées. Mais c'est à l'image d'une société où tout le monde a peur un peu de tout le monde. Et c'est là où le foot perd aussi de la spontanéité et de l'accessibilité et de la popularité. On peut critiquer les ultras, les supporters, les violences dans les stades. Toujours est-il quand même qu'aujourd'hui dans les stades, le public a quand même un peu changé dans certains clubs, et qu'il y a pas mal de gens qui vont voir les matchs de foot pour passer un moment de société, pas du tout pour regarder un match de foot ou encourager l'équipe sur le terrain. Je ne vais citer aucun club, mais en tout cas c'est assez significatif. Ça vaut pour les clubs anglais. Oui, je veux dire, il y a des matchs en Angleterre où dans certains stades dits emblématiques,
ça chante plus. On a des touristes asiatiques qui filment avec leur iPad. Et puis bon, voilà, c'est plus du tout. Les gens préfèrent aller voir des matchs de 2e ou 3e division. Nabil, pour les autres. Il y avait deux questions qui se rejoignaient un petit peu. C'est-à-dire, est-ce que le Qatar n'a pas été trop vite en besogne? Et sur la question de la formation. Je vais répondre aux deux en même temps. J'ai envie de vous dire, au risque de me répéter, vraiment, du côté qatari, on n'est pas dans un calcul rationnel de investir pour essayer d'espérer gagner de l'argent avec un club qui montera en gamme et en valeur. On sait dès le départ, au niveau étatique qatari, que beIN Sport va quasiment jamais être rentable, et on sait que ça va être très difficile pour le PSG. Mais le Qatar est pressé. Et le Qatar, au niveau de la formation, c'est un pays qui a 40 ans, si vous voulez, pour faire grosso modo, en termes d'indépendance. Mais je pense que moi, il a plutôt 23 ans. Il est né en juin 1995, le nouveau Qatar. Donc, pour pouvoir mettre en place un dispositif de formation compétent et opérant, c'est pas comme le FC Barcelone qui a 118 ans ou le Club de Lyon qui a 78 ans vu qu'il est né en 1950. Donc, on n'est pas dans la même dimension. Ce que essaie de faire le Qatar, c'est effectivement de mettre une manne financière à l'appui d'un projet politique. Alors, comme l'a rappelé Sébastien, ça ne marche pas avec tous les coups. Ce n'est pas un calcul 2 plus 2 font 4. Il y a aussi une part d'incertitude que tu as très bien résumée. Mais c'est pour eux la seule manière de pouvoir remporter des titres qui participeront de la réhabilitation de légitimité sportive du Qatar dans un contexte où ils ont besoin impérativement de cette légitimité puisqu'ils organisent la Coupe du Monde 2022. Et puis même, j'ai envie de vous dire, rationnellement et économiquement, le PSG peut être rentable. Ils l'ont acheté à 100 millions d'euros. La valeur maintenant du PSG, c'est 2 milliards. Donc elle a été multipliée par 20. Et demain, si Neymar atteint un niveau de prestige comme celui de Cristiano Ronaldo, je rappelle que Ronaldo, les 24 premières heures de son transfert à la Juventus, c'est 500 000 maillots qui sont vendus. Et donc les 100 millions dépensés par la Juve sont amortis en 24 heures. Donc avec Neymar, on peut penser la même chose. Et c'est pour ça que même rationnellement, économiquement, je pense qu'on fait des calculs. Ils ne jettent pas. Enfin, il faut, parce qu'il y a cette image d'Épinal parfois de princes qui sont hyper riches et qui jettent l'argent par leurs fenêtres. Non, je pense qu'on est vraiment dans un dispositif étatique qui, effectivement, n'a pas peur de dépenser, mais dépenser à bon escient, avec une logique économique qui reste évidemment importante à leurs yeux, et surtout une dimension de prestige et de rayonnement. Et je rappelle quand même un élément vraiment final. Quand on replace le Qatar sur la carte, il faut voir quel pays c'est. C'est plus petit que l'Île-de-France, c'est 2,5 millions d'habitants. Que la Corse, oui, effectivement, c'est vraiment à peine plus grand que la Corse. C'est 2,5 millions d'habitants, c'est dans l'œil du cyclone. Vous avez en 23 ans 3 guerres qui se sont déroulées. Vous avez des pays qui leur veulent la mort au sens premier du terme. Et donc, on a un pays qui est extrêmement vulnérable et qui a besoin de compenser cette vulnérabilité, évidemment par l'achat d'armements, comme l'a démontré ces 2 dernières années. Ils ont quand même dépensé des dizaines de milliards pour s'acheter l'allégeance des élites politiques et économiques occidentales, mais également par une dimension de prestige qui fera que dans les consciences, on ne pourra plus s'attaquer au Qatar, parce qu'encore une fois, il a pris une telle dimension dans le domaine sportif qu'il est devenu inattaquable. Voilà. Oui, juste pour répondre à la réflexion de monsieur sur 2010, et sur le fait qu'il n'y a pas d'investissement dans les pays du Sud, et notamment en Algérie. Et je voudrais rebondir sur ce que Sébastien a dit tout à l'heure, sur les débats pestilentiels qui ont accompagné la victoire de l'équipe de France. Parce que dire c'est une équipe africaine qui a gagné la Coupe du Monde, ça a été dit en France, mais ça a été aussi dit en Afrique. Ouais. Ça a été dit dans les pays arabes. Or, ces joueurs-là, c'est la France qui les a formés. L'équipe de France ne doit rien sur ce plan-là. Peut-être que la France doit d'autres choses à l'Afrique et au Maghreb, mais sur ce plan sportif, la victoire de la France ne doit rien à l'Algérie, au Maroc, à la Tunisie, au Cameroun. C'est pas parce qu'on est de parents d'origine maghrébine qu'on a gagné la Coupe du Monde grâce à ça. Et la question, effectivement, parce que j'avais fait une petite chronique là-dessus, c'est de dire que tous ces pays africains qui ont participé à la Coupe du Monde, je parle du Sénégal, de la Tunisie, et le Maroc, tous ceux qui ont participé avant, moi j'aimerais bien savoir ce qu'ils vont faire de l'argent que la FIFA leur verse. Puisque tous les pays qualifiés gagnent de l'argent. Est-ce qu'ils vont construire des stades? Est-ce qu'ils vont construire des gymnases? Est-ce qu'ils vont ils vont lancer des formations
de diplôme, non. On sait tous que la France a ce centre en Île-de-France, Clairefontaine. Il n'y a pas un pays africain qui a l'équivalent. Ni au Maroc, ni en Algérie, ni en Tunisie. Vous l'avez vu, vous avez visité, c'est pas Clairefontaine. Clairefontaine, c'est sérieux. Les joueurs ont leur chambre, il y a une piscine intérieure, il y a un sauna, enfin bref. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, monsieur. Attendez, il va vous donner le micro. Bonsoir. Je voulais savoir que dans des pays comme ça, à l'intérieur du pays, il y a le club local, des choses comme ça, et combien de gens qui sont, comment dire, en tant que joueurs, footballeurs, qui sont payés entièrement, payés ou simplement amateurs. Je n'ai pas bien compris que ce système de... Est-ce que c'est vraiment, vous parlez professionnel, footballeur professionnel, où il y a transition entre amateurs et professionnels, et comment ça se passe dans chaque pays ou chaque local de footballeurs de base, en tant que professionnel ou non? Rapidement là-dessus, parce qu'on pourrait en faire un débat pendant des heures, mais je voudrais dire deux choses là-dessus très simples. D'abord, il y a le football professionnel, hyper médiatisé, avec plein d'argent, avec plein de rivalités, de dérives, de passions, etc. Et il y a le football amateur, dans toutes les villes du monde, avec des tissus associatifs, des dirigeants qui ne sont pas payés pour diriger, des entraîneurs qui ne sont pas payés pour entraîner, des joueurs qui jouent sans être payés et qui ne comptent pas leur temps pour passer du temps associatif. Ça, il y en a plein partout sur la planète, et c'est ce football-là qui est le grand vecteur de partage, de solidarité, d'ouverture et de tolérance. Ça, j'y crois fortement. Après, sur les passages football amateur à football professionnel, c'est plus dur de devenir professionnel de football que de passer avec succès le concours à l'ENA. Hein, donc c'est une infime minorité, le nombre de jeunes qui deviennent professionnels, quels que soient les pays. Quels que soient les pays. Vous avez très peu de jeunes qui deviennent professionnels. Et certains jeunes qui n'arrivent pas à jouer professionnel, par exemple en France, vont aller jouer professionnel dans des championnats. Là aussi, je vais citer aucun pays parce que sinon on va vexer des gens, mais vont jouer dans des championnats en Europe de 2e, 3e, voire 4e catégorie, où en fait ils vont gagner un salaire très bas, voire insuffisant pour vivre uniquement du football, alors qu'ils sont passés à pas grand-chose du professionnalisme en fait. Il faut vraiment prendre conscience que le passage au professionnalisme est très difficile, quels que soient les pays, et qu'encore une fois, ce n'est pas qu'une question d'argent, et que la chance et l'éducation jouent pour beaucoup dans le succès parfois de jeunes qui deviennent professionnels, parce que s'ils sont bien encadrés, et on revient à la dynamique Clairefontaine par exemple, c'est un encadrement. Et s'ils sont bien encadrés, bien éduqués avec des valeurs, sans perdre de vue ce que le football doit susciter aussi, là on gagne quelque chose pour être footballeur. Après, le talent sportif est souvent cultivé, il y a des talents aussi innés qui sont plus faciles après pour être transformés en professionnels. Je ne suis pas sûr qu'Mbappé ce soit que du travail récent qui lui permet d'être le joueur qu'il est aujourd'hui. L'un des soucis au Qatar, c'est quand même de faire jouer les jeunes Qataris au ballon, non? Oui, il n'y en a pas beaucoup, à vrai dire. Et tout est fait effectivement dans la stratégie des autorités pour essayer d'insuffler un esprit, encore une fois, et sportif et footballistique. Après, ce qu'ils essaient de faire, c'est qu'il y a quand même, avec l'Aspire Football Dreams, donc un certain nombre de jeunes qui sont venus d'Afrique, mais même de nationaux qatariens, par exemple Karima Afif, qui est donc un peu l'icône du football qatarien, un peu la pépite dont on espère qu'elle va bientôt éclore. L'Aspire a un accord avec un club de 2e division en Belgique pour former effectivement sur le terrain européen ceux qui sont issus de l'Aspire au Qatar, qui a commencé donc à jouer
dans le championnat belge et qui l'année dernière avait été prêté à Villarreal, donc l'un des grands clubs espagnols. Et donc il a commencé à faire des matchs de Liga. Et effectivement, c'est l'un des meilleurs buteurs, si ce n'est le meilleur buteur aujourd'hui de la sélection. Et donc on voit au travers de cette trajectoire la volonté des Qatars d'en faire un symbole, une icône pour pousser les jeunes Qataris à la pratique du sport. Et pourquoi pas effectivement de rehausser le niveau par une formation d'excellence poussée. On est quand même loin du résultat parce que le Qatar espérait beaucoup, par exemple, lors des qualificatifs de la Coupe du Monde 2018, donc d'être présent en Russie. Et il a perdu quasiment tous ses matchs. Et donc on était loin de cette apparition pour la première fois de l'histoire du pays dans une phase finale de Coupe du Monde. Il faudra attendre 2022. Alors je signale au passage que pour ceux que ça intéresse, au mois de janvier prochain, il y a le championnat de football d'Asie qui aura lieu aux Émirats Arabes Unis, donc chez le voisin et le rival. Ça va être intéressant de voir comment ça va se passer. Voilà, je sais pas. Et la Coupe arabe, effectivement. Oui. Oui. On a une question là-bas à côté de vous. Alors, bonsoir. Ma question elle va être précise et un peu provocatrice. Est-ce que vous pensez que le futur de la diplomatie se trouve dans la diplomatie sportive ? Très bien. Alors, est-ce qu'il y a une dernière question ? Parce que... Ouais. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, j'aimerais bien revenir sur la question du blocus. J'ai une question pour Monsieur Nabil. Donc, c'est vrai que beaucoup d'observateurs ont souligné le fait que le blocus serait un échec globalement. Dans la mesure où le Qatar a pu développer un petit peu sa défense, hein, bien avant le blocus, bien avant le début du blocus. Donc, on a en tête la base militaire américaine qui est quand même la plus grande base américaine en dehors de l'État américain. On a aussi le développement du gaz naturel liquéfié qui est maintenant transportable par la voie maritime, alors que le Qatar a une seule frontière terrestre avec l'Arabie Saoudite. Donc, face à ce blocus, il peut continuer à exporter donc ses réserves gazières qu'il partage avec l'Iran. Donc on a aussi le fait que le blocus serait un échec parce que tout simplement il a été commandité par 4 pays de la région et qui n'a pas été suivi par l'administration Trump, par exemple. On peut prendre l'exemple de l'Iran, où là il y avait un appui du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un échec, parce que finalement les pays occidentaux n'ont pas suivi ce blocus. Donc en fait, on a assisté dernièrement à Quelle est votre question? Oui, j'y arrive justement. Oui, parce que là c'est un peu long et on... J'y arrive parce que le Qatar justement, il a pu développer sa défense là-dessus. Néanmoins, si on rebondit sur la diplomatie sportive, c'est vrai que beaucoup d'observateurs soulignent que finalement le seul point où le Qatar grimace, ce serait par rapport à la médiatisation du sport et beIN Sport, parce que finalement, vous l'avez signalé, BOutQ, donc on a l'Arabie Saoudite qui a contribué à pirater. À pirater beIN Sport, et donc à faire crisper un petit peu le Qatar par rapport à cette médiatisation sportive. Donc on a un impact économique qui est considérable, plus les discours sportifs qui sont véhiculés ici ou là contre le Qatar par les commentateurs sportifs. Donc est-ce que pour vous, selon vous, est-ce que le Qatar serait justement en difficulté dans cette médiatisation et dans cet investissement médiatico-sportif? Vas-y, Nabil. Bon, on va prendre une dernière question de monsieur. Bonsoir à tous. Déjà, je vous remercie énormément pour vos différentes interventions très enrichissantes, parce que je suis profane en la matière, pas en matière de football, mais plus pour les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Je m'intéresse principalement à la question du conflit israélo-palestinien. Et ma question porte notamment sur
la qualification au mondial de 2006, où l'équipe palestinienne de football effectuait ses matchs au Qatar, et notamment à Doha. Et je voulais savoir si le fait que l'équipe palestinienne de football joue au Qatar, si en fait finalement le Qatar c'était une marque de soutien politique ou s'il y avait une autre raison sous-jacente à la présence de l'équipe palestinienne au Qatar. Merci beaucoup. Bien, messieurs. Sur la première question, ce n'est pas suffisant le sport pour avoir de l'influence sur la scène internationale et un rayonnement ou une expression de puissance, hein. Ça c'est certain. Par contre, c'est vrai que dans l'époque actuelle, on peut penser que des pays qui sont bons sur le plan sportif, on voit à quel point les JO prennent une consonance aussi politique, et qui vont utiliser aussi le sport comme un vecteur additionnel, complémentaire à une certaine notoriété ou influence vis-à-vis de l'extérieur, ça peut aider. C'est pas pour rien, sans doute, que la France a un ambassadeur chargé du sport au Quai d'Orsay depuis maintenant 3-4 ans. Hein. C'est Laurent Fabius qui avait installé ça pour justement avoir une diplomatie sportive en plus du ministère des Sports. C'est quelque chose qui est vu. Maintenant, le sport, encore une fois, doit rester avant tout une activité sportive. J'insiste là-dessus. Et je pense que le grand danger, pour reprendre un peu ce qui a été évoqué aussi, c'est demain une activité sportive ou footballistique où le jeu disparaît très nettement des écrans ou du regard des spectateurs dans les gradins. Là, je pense qu'on changerait profondément le logiciel sur le sport et ce que doit être le football. Après, on peut s'amuser de voir des États développer une hyperactivité sportive pour exister sur la scène internationale. Je reste néanmoins convaincu que le cas du Qatar est assez unique aujourd'hui par rapport aux moyens déployés et sur le terrain sportif et sur le terrain médiatique et dans le contexte régional dans lequel il s'inscrit. Donc il ne faut pas lire à travers, je crois, l'exemple du Qatar, une tendance mondiale. J'insiste sur ce point. Je suis totalement d'accord. Alors pour les deux questions, est-ce que le Qatar est en difficulté médiatico-sportive par rapport au blocus? Je pense que oui. Pour plusieurs raisons, mais l'une des principales, c'est que je pense qu'on sous-estime la fuite en avant de l'appareil d'État saoudien et émirien. Il n'y a qu'à voir, je vais extrapoler un petit peu, plutôt je vais faire une lecture un peu plus ouverte ou plus globale de ce qui se passe aujourd'hui. L'affaire Khashoggi. C'est quand même assez... excusez-moi. Peut-être expliquer, il y a peut-être des... Du célèbre journaliste saoudien réfugié depuis l'an dernier aux États-Unis, qui est entré il y a quelques jours dans le consulat saoudien à Istanbul et qu'on n'a plus revu. Et dont beaucoup disent qu'il a été assassiné, qu'il est mort. Et donc, pour vous donner le degré, et qu'est-ce qui fait qu'il s'est, à un moment donné, distendu du pouvoir royal saoudien, auprès duquel il était très proche, ça a été l'un des conseillers de l'ancien roi Abdallah. D'accord? Donc, c'était quelqu'un qui pesait. Il avait une chronique hebdomadaire dans le Washington Post. Il avait beaucoup de réseaux aux États-Unis. Et le fait d'aller jusqu'à quasiment l'assassiner, en tout cas aujourd'hui c'est quasiment ce qui sort comme situation, ça vous donne un petit peu le degré de fuite en avant d'un régime qui n'accepte absolument aucune critique et qui est décidé d'aller de l'avant dans sa confrontation avec le Qatar et dans sa volonté de rétablir l'hégémonie à l'intérieur de la famille golfiote. Donc le Qatar a des ennemis puissants. La vraie question, c'est de savoir est-ce qu'il a les ressources pour pouvoir tenir dans la durée. Et là, je pense que oui, effectivement. Il a des ressources financières. Lui aussi, il a commencé à effectivement faire un peu comme les autres, c'est-à-dire s'acheter de l'allégeance auprès des grandes élites politiques connues. Quand vous prenez les décisions des principaux pays européens occidentaux, à part l'administration Trump qui au départ était en faveur du blocus, mais ni la France, ni l'Allemagne, ni la Grande-Bretagne, ni l'Italie, ni tous les pays, beaucoup de pays arabes, et puis les quelques pays africains qui ont appuyé le blocus se sont rétractés après. L'Arabie Saoudite jouant parfois sur le chantage au visa du Hajj, pour vous donner encore une fois la mesure de la confrontation avec eux. Donc, en danger, oui, mais je pense qu'il a les ressources suffisantes pour se redresser. Le soutien à la Palestine, c'est une constante.
c'est une constante de la part des autorités du Qatar, l'émir père, également l'émir fils, tout en ouvrant un dialogue parfois ouvert et assumé avec Israël, notamment en 1996 avec l'ouverture de la représentation diplomatique israélienne, et une posture assumée en disant qu'on est soutien de la cause palestinienne et même de la résistance légitime du peuple palestinien, raison pour laquelle le Qatar est avec l'Iran et la Turquie ceux qui soutiennent ouvertement l'autorité du Hamas, par exemple, dans la bande de Gaza, mais en disant qu'Israël est un État de fait, et qu'à un moment donné, on doit discuter, et au lieu de faire une discussion hypocrite comme le font beaucoup de pays arabes, ben nous, on n'a rien à cacher à notre peuple. Rien à cacher à notre peuple, c'est l'expression de l'ancien ministre des Affaires étrangères qatarien qui préfère une diplomatie assumée qu'une diplomatie comme ça un peu hypocrite. Et je pense que le soutien à la Palestine se poursuivra, que ce soit l'autorité ou que ce soit pour la bande de Gaza. Bien, écoutez, il me reste à vous remercier pour votre présence, à remercier nos deux intervenants. C'était vraiment passionnant. Merci à vous. Merci à vous. Merci.